Je vous remercie d'être venus si nombreux à cette conférence. Je vous demande de rallumer vos téléphones après la conférence, ce qui veut dire maintenant de les éteindre. Voilà, je vais passer ensuite la parole à Philippe Jérôme qui va vous présenter la conférence et Pierre Barbancé qui est ici, qui revient de Kaboul. Il était présent même le mardi avant la débâcle les Américains le jeudi, donc il nous parlera de tout ça. Je crois qu'on peut commencer. Hein. Bien. Alors, chers amis de la liberté, chers amis et camarades, mesdames et messieurs, ce soir, avec le président d'honneur de notre association, Louis Brock, nous espérions fêter dans un de ces petits restos italiens qu'il aimait bien, la reprise en présentiel de nos rencontres de la pensée critique. Mais le siège qu'il occupait habituellement au premier rang de cette salle est vide. Louis Brock, fondateur des Amis de la Liberté, président de notre association pendant ses premières et fragiles années d'existence, nous a quittés le 1er janvier dernier. En mémoire de ce grand ami de la liberté, je vous propose d'observer une minute de silence. Merci. Merci. Avant de passer la parole à mon confrère, camarade et ami Pierre Barbancé, j'ai deux mots à vous dire, comme le lançait d'une voix qui n'arrivait jamais à être sévère, le directeur du Patriote Côte d'Azur, lorsqu'il voulait discuter d'un problème ou recueillir l'avis de l'un des jeunes journalistes, Philippe Français, Jean-Claude Pandolfi ou moi-même, qu'il venait d'embaucher. Et dans mon cas, c'était en septembre 1982. Oui, j'ai deux mots à vous dire sur Louis. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le premier. Par quoi commencer, en effet, pour rendre hommage à un homme avec lequel on a de près partagé le même idéal et 40 années de passion pour la politique, pour la culture et pour l'histoire. Alors je me suis plongé dans mes archives pour chercher une accroche, comme on dit dans mon métier, et j'ai trouvé ceci. Voilà. Ce simple bout de papier. Voici donc qu'un jour de décembre 2018, je trouve dans ma boîte aux lettres cet objet aussi insolite pour la poste qu'une cabine téléphonique ou qu'un timbre soviétique, à savoir une lettre manuscrite. Sur l'enveloppe, je reconnais l'écriture de Louis Brock, cette écriture fine, celle avec laquelle il a noirci de notes et de pensées ses petits carnets noirs pendant des années et des années. Dans l'enveloppe, il y a une lettre de 3 pages. C'est une réponse à un mail que j'ai envoyé, parce que je ne pouvais pas y assister, au conseil d'administration des Amis de la Liberté. Mail dans lequel je disais vouloir arrêter les rencontres auteurs, que j'organisais alors au café au quotidien à Nice, après un échec particulièrement cuisant, c'est-à-dire 0 participant pour un auteur anti-bois de romans policiers. Voici donc quelques extraits de cette lettre de Louis, qui dit beaucoup sur sa conception humaniste de l'éducation populaire et aussi sur le personnage. Sa gentillesse,
mais aussi son intransigeance sur les principes, son ouverture d'esprit, mais aussi sa fermeté sur ses convictions, sa ténacité et surtout son attention aux autres, qui fit sa popularité de dirigeant communiste et d'élu républicain. Alors, quelques extraits de la lettre. Cher Philippe, tout d'abord, je comprends ton abattement après le fiasco de la dernière rencontre auteur au café Au Quotidien. Mais je ne pense pas qu'il faille baisser les bras devant les difficultés à mobiliser pour cette initiative. Initiative auprès des écrivains et auteurs régionaux, pour laquelle il faudra trouver un lieu mieux approprié, comme la bibliothèque Nucera par exemple. Cette initiative doit être absolument poursuivie. Notre CA et l'AG prochaine devront préciser cet engagement. Plus bas, depuis la création de notre association, nous avons vécu des échecs dans la volonté d'élargir notre influence. Mais là où les raisons de nos difficultés ne sont pas à rechercher dans ce qui serait une mauvaise appréciation de ce que doit être l'éducation populaire. Un peu plus loin, nous ne nous sommes jamais contentés de la réussite de nos premiers pas. Nous avons été ouverts et éclectiques dès nos premières conférences à la Villa Arson. Nos conférences ont porté sur les thèmes les plus divers, philosophiques, économiques, politiques, artistiques, scientifiques, avec pour objectif de favoriser la connaissance, le raisonnement et le développement de l'esprit critique. C'est ce cap qu'il nous faut garder et qui nous distingue d'autres associations. Et enfin, comme toi, j'ai connu avec quelques autres collègues et conférenciers désappointés les longs moments de solitude devant une salle vide, celle du Pré des Arts à Valbonne, par exemple, avec 400 places. Non sans avoir préalablement distribué plus de 1500 prospectus, des centaines d'affiches et plusieurs annonces dans Nice Matin. Oui, plus que jamais, nous devons persévérer et diversifier l'éducation populaire. Populaire ou politique, j'en n'en sais trop rien. Éducation et culture me paraît mieux correspondre pour une citoyenneté émancipatrice. Bon, si vous voulez, quand j'ai reçu cette lettre, je suis reparti à 100 à l'heure. Oui, parce que tous ceux qui ont eu affaire à lui, en bien ou en mal d'ailleurs, le reconnaissent. Louis Brock était un gros travailleur au service de ses concitoyens. Dans un livre sur la Révolution française qu'il m'avait prêté, et que j'ai évidemment oublié de lui rendre, il avait coché en rouge cette pensée de Saint-Just, qui résume bien son choix de vie. Son épouse Josette, ici présente, que je salue, peut en témoigner. Voilà ce que disait Saint-Just. Ceux qui font des révolutions dans le monde, ceux qui veulent faire le bien, ne doivent dormir que dans le tombeau. En évoquant Saint-Just, bien sûr, je ne peux m'empêcher de penser à ce monument voulu par le maire de la Trinité, Louis Brock, érigé à l'occasion du bicentenaire de notre grande révolution. C'était une belle érection municipale, comme disait notre ami et camarade Edmond Vernassa, qui avait concrétisé l'idée de Louis. Celle d'une force indestructible, une colonne de marbre sur laquelle est gravé « Liberté, égalité, fraternité », montant à l'assaut du ciel, tout comme la Commune de Paris, ainsi que la décrivait Marx. Louis, ainsi qu'il l'a prouvé durant toute son existence militante, a toujours cherché à réconcilier, s'il en était besoin, la Marseillaise et l'Internationale. Je me souviens, par exemple, en cette même année 1989, de son émotion de républicain et de sa fierté de communiste, au pied de la rotative du Patriote, lorsque nous avons sorti à la une d'un numéro spécial un sublime portrait de Robespierre que Raymond Moretti avait offert à notre journal. Pendant ce temps, le président du Conseil général de l'époque se refusait à commémorer le bicentenaire au prétexte que Nice et son comté n'étaient pas français en 1789. En fait, on pouvait se demander si 200 ans plus tard, à Nice, qui comptait dans son conseil municipal le plus grand nombre d'élus inculpés
on dirait mise en examen aujourd'hui, au mètre carré, nous étions bien en République. Le comte de Médicis, comme il se faisait appeler à Los Angeles, n'a jamais eu le dernier mot avec Louis Brock. Dans la tribune de presse du Conseil général, les journalistes, dont j'étais, se sont toujours régalés des discours tout en rondeur et en élégance, et toujours très argumentés, du président du groupe communiste et républicain, en réplique aux propos introductifs, souvent bâclés, du seigneur médecin. Lorsque Louis portait le fer dans la plaie, l'échange tournait alors au vinaigre. Médecin se repliait sur son passé, prétendant avoir été, je cite, le plus jeune résistant de France. Parce que son père, qui avait quand même voté les pleins pouvoirs à Pétain, avait été en 1943 mis en résidence surveillée par l'occupant italien. Ce à quoi l'élu communiste féru d'histoire répondait, le tout est de savoir à qui et à quoi vous avez résisté. Condamné pour corruption dans l'affaire de la Sérelle révélée par le Patriote, Médecin est mort en 1998 en exil. Louis l'incorruptible lui aura donc survécu près d'un quart de siècle. Conseiller général honoraire, c'est-à-dire jamais condamné, lui, depuis 2001, il a donc consacré l'essentiel de sa retraite d'élu à creuser avec quelques amis bénévoles les fondations de notre association et puis à la mettre à l'abri financièrement en la faisant progresser dans un milieu politique local plutôt hostile. Former une bonne équipe de direction, imaginer les projets les plus fous comme ce dictionnaire du communisme dans les Alpes-Maritimes, leur trouver avec son bras droit et ami de toujours, ici présent, Henri Carletti, un financement, tel est le rôle qu'il s'est donné en créant les Amis de la Liberté. Son charisme et ses nombreuses relations amicales, je vois ici il y a Robert Charvin, je pensais à Ernest Pignon-Ernest, Henri Pénaruis, ont fait le reste, autant pour recruter des adhérents que les premiers conférenciers. Mais pourquoi ce nom des Amis de la Liberté pour une association d'éducation populaire? L'idée a germé lorsque le maire de Nice, Christian Estrosi, après avoir fêté en grande pompe l'empereur Napoléon III, dit Napoléon le Petit par Victor Hugo, a complètement zappé le bicentenaire de la naissance de Garibaldi, le héros des deux mondes, né de surcroît à Nice. Donc en 2004, Louis Brock et son premier cercle de camarades, en mémoire du grand républicain dans l'âme que fut Garibaldi, adoptèrent pour l'association le nom d'une société patriotique créée à Nice en 1793. Un nom, les Amis de la Liberté et de l'Égalité, raccourci bien vite, tel Louis XVI, dont j'en parle parce que demain c'est l'anniversaire, en Amis de la Liberté. Il s'agissait donc d'accès pour tous à la connaissance historique et à la culture dans tous ses aspects. Dans le but, ainsi que cela est formulé dans nos statuts, de développer une citoyenneté dévouée au bien public et à la laïcité dans la République. Parmi les multiples activités que nous avons développées ces dernières années, conférences, expositions, excursions, rencontres auteurs, séminaires, etc., il y en a une qui tenait particulièrement à cœur à cet amoureux du livre qu'était Louis, c'est-à-dire l'édition. Édition de brochures, résumant des conférences, édition de livres centrés sur l'histoire, qui n'est que tout peu enseignée dans les livres d'histoire, celle du mouvement ouvrier. Il y eut, grâce aux encouragements et au volontarisme de Louis, l'histoire populaire de la Côte d'Azur en 4 tomes, qui connut un certain succès puisque le deuxième tome est épuisé, et puis moins connu, l'histoire des traminots de Nice, et dockers, celle des gaziers et électriciens, pour laquelle Louis mit grandement la main à la pâte, et par là même un peu de beurre dans les épinards de notre trésorerie. Toujours la question qui le préoccupait. Pour Louis, militer bénévolement pour les Amis de la Liberté, c'était comme prolonger son action de maire communiste et républicain à la Trinité.
Dans cette petite ville ouvrière de la vallée du Paillon, de jeunes couples comme le mien venaient volontiers s'installer dans les années 80 et 90, car ils pouvaient y trouver non seulement des logements sociaux, mais aussi des écoles bien dotées, une école de musique et de danse, l'Astrorama, et merci Jean-Louis Audier, qui est ici présent aussi, ainsi que d'autres et multiples activités culturelles. Bref, ils espéraient y vivre, malgré les soucis du quotidien, ce que le philosophe André Tauzel appelait la vie bonne. Tauzel, disparu il y a 5 ans, qui présida un temps lui aussi les Amis de la Liberté, et Brock, avait une admiration commune, et ils en parlaient souvent, pour le philosophe marxiste et fondateur du Parti communiste italien, Antonio Gramsci. Nos deux amis et camarades sont de la génération qui a vécu la mort lente du vieux monde, tandis que le nouveau tardait à apparaître. En regardant ces derniers temps les chaînes en continu, on peut se dire parfois que notre génération est dans ce clair-obscur où surgissent les monstres, comme l'écrivait Gramsci, faisant allusion dans ses cahiers de prison au fascisme naissant. Faudrait-il alors désespérer? Je vois très bien Louis Brock, devant un parterre de jeunes communistes, répondre à cette question en reprenant cette maxime de Gramsci qui lui allait si bien. Je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Pierre Barmancé, grand reporter à l'Humanité, qu'il a encore représenté, et qui nous revient sain et sauf de Kaboul. Et on s'en félicite. Merci Philippe, merci aux Amis de la Liberté, merci à vous tous d'être là. Je voudrais à mon tour rendre hommage à Louis Brock, que j'ai été journaliste patriote, mais après que Louis Brock ait été directeur, mais c'est quelqu'un que j'estimais profondément, et je voudrais lui dédier cette conférence, et vous comprendrez aussi que je voudrais dédier cette conférence à mon père, Jacques Barbancé, qui nous a quittés il y a 1 an, qui était adhérent aux Amis de la Liberté, et qui était un homme sans qui je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je leur dédie aujourd'hui cette conférence sur l'Afghanistan. Alors, avant de commencer, je voudrais vous projeter un petit diaporama de 5 minutes, peut-être pour vous mettre un peu en image dans le bain, pour vous mettre à l'intérieur de cet Afghanistan d'aujourd'hui. Sur une musique, alors je ne sais pas si on va entendre la musique sur les haut-parleurs ici, en tout cas elle va passer sur l'ordinateur. C'est une chanteuse afghane, Ariana, qui était très populaire et très connue, dont les textes étaient écrits par un communiste afghan, qui aujourd'hui, elle, a fui l'Afghanistan des talibans. Lui se cache à Kaboul, comme beaucoup de progressistes aujourd'hui. Donc voilà, on va se mettre un peu dans le bain. Et avec cette petite... je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheur, je suis journaliste. Et donc je voudrais vous rapporter un petit peu, avec des éléments d'histoire, un peu avec des éléments chronologiques, mais vous rapporter un peu ce que j'ai pu voir, puisque je suis allé plusieurs fois depuis 20 ans en Afghanistan. La dernière fois c'était au mois de décembre, et j'y étais, comme l'a rappelé Jean-Pierre Crémieux, je crois, au mois d'août, juste une semaine avant que les talibans n'arrivent à Kaboul, où l'atmosphère était déjà très tendue, puisqu'en gros le pays était quasiment tombé dans leurs mains, mais on va y revenir. Donc je vais vous présenter ce diaporama. Les photos sont de mon ami et confrère Alfred Yagobzadeh, qui est un grand photographe d'origine iranienne, qui avait couvert lui-même déjà le conflit Iran-Irak. Vous allez voir ces photos, peut-être que vous allez être étonnés, puis on en discutera de toute manière après. Alors, la technique n'étant pas mon fort, comment je quitte ça, je ne sais pas. Allez.
Excusez-moi. Plan B.
Voilà, alors dans le diaporama qu'on a vu, il y a un peu un résumé de tout ce que nous avons fait avec Frédéric Loubzadeh au mois de décembre, qui résume un petit peu tout ce qui est en train de se passer en Afghanistan aujourd'hui, avec tous les drames humains que cela comporte et toutes les contradictions. Mais avant de venir à ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais juste faire un petit rappel, de dire que depuis 1992, en gros, les islamistes dominent l'Afghanistan. Différents islamistes, ça a été les Moudjahidines, issus des troupes du fameux commandant Massoud, ou de Boudir el-Makhtiar, ou d'autres, qu'aujourd'hui, après ça a été les talibans, après il y a eu la mise en place à partir de 2001, cette espèce de pouvoir contrôlé par les Américains, surtout par les Américains et par les Occidentaux. Et aujourd'hui, ça aboutit, en réalité, 20 ans d'occupation d'Afghanistan, ça aboutit au retour des talibans qui avaient été chassés en 91, qui avaient été chassés en 2001. En réalité, ce n'est pas totalement un hasard, puisqu'on sait que depuis très longtemps déjà, dans cette région, les Américains avaient décidé de miser sur l'islam politique pour combattre ce qu'ils appelaient le péril communiste. Et contrairement à ce qui a été trop longtemps dit, les Américains n'ont pas décidé de financer les Moudjahidines, c'est-à-dire la rébellion islamiste en Afghanistan, après l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, et ils ont commencé bien avant. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que disait il n'y a pas si longtemps celui qui était à l'époque conseiller à la sécurité de Jimmy Carter à l'époque, qui était Zbigniew Brzezinski, et qui disait très exactement, quand il a été interviewé par le Nouvel Observateur en janvier 1998. Donc Brzezinski, qui avait été conseiller de Carter pour les affaires de sécurité, qui avait été nommé conseiller aux affaires étrangères pour la campagne présidentielle de Obama, qui dit, selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidines, donc aux combattants islamistes, a débuté courant 1980, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais la réalité gardée secrète est tout autre. C'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime dit pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, j'ai écrit, donc c'est Brzezinski qui parle, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui ai expliqué qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques. Le Nouvel Observateur lui demande, vous ne regrettez pas non plus d'avoir favorisé l'intégrisme islamiste, d'avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes? Et Brzezinski répond, qu'est-ce qui est le plus important au regard de l'histoire du monde, les talibans ou la chute de l'Empire soviétique, quelques excités islamistes ou la libération de l'Europe centrale et la fin de la guerre froide? Donc je crois que c'est assez intéressant de savoir ce qui se passait dans cette région du monde à l'époque où, à partir en gros de 1952, les États-Unis ont décidé d'investir très massivement, politiquement, dans cet islam politique pour contrer tous les mouvements progressistes et tout ce qui pouvait s'installer dans la région qui ne serait pas dans le camp proprement soviétique. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné évidemment de côté français, avec Bernard-Henri Lévy, ce soutien au fameux commandant Massoud, qui était en fait un islamiste, même si ce n'est pas un islamiste du même type que les talibans, parce que bon, l'islam politique est quand même varié. Le commandant Massoud était quand même, Massoud Shah était quand même un islamiste. Et moi je me suis rendu dans sa famille un an après sa mort, en 2002, donc dans la vallée du Panchir, et j'étais avec une équipe de France 2. Toutes les femmes de l'équipe de télévision ont été obligées de rejoindre le quartier des femmes et les hommes dans le quartier des hommes. C'était exactement ce que font les talibans. C'est-à-dire des réalités, des vérités sur ces gens-là qui n'avaient jamais été vraiment trop dites ici en Occident, puisque on parlait de ces Moudjahidines comme étant des combattants de la liberté. Sauf que quand le dernier président communiste d'Afghanistan, Najibullah, est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Les Moudjahidines ont pris le pouvoir en Afghanistan et ont essayé de se partager le gâteau, se sont battus entre eux, ont détruit quasiment tout Kaboul, y compris moi quand je suis allé la première fois en 2002, la ville était encore vraiment à l'état de ruine, donc c'est pour vous dire, 10 ans après,
les destructions qu'il y avait pu avoir. Et c'est à ce moment-là, dans cette instabilité-là, que les Américains ont décidé de miser sur les talibans. Les talibans, qui sont des groupes qui ont été formés plutôt au Pakistan et qui se réclament plutôt de l'islam déobandiste, qui est une vision très très rigoriste de l'islam. C'est une idée qui leur avait été d'ailleurs susurrée par les Britanniques, qui connaissaient bien ce mouvement, puisque les Britanniques, ayant eu leur empire, et notamment avec l'Inde, savaient très très bien de quoi il s'agissait. Et donc ils avaient décidé de tabler sur les talibans, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en 1996, les talibans se sont installés au milieu de groupes qui étaient en train de se battre entre eux, et se sont installés au pouvoir. Ce qui s'est passé par la suite, en réalité, c'est que pour les talibans, malheureusement pour les talibans, c'est que les Américains ne voyaient aucun obstacle et aucun problème avec les talibans, qui pourtant déjà, rappelez-vous, à cette époque, considéraient que l'islam rigoriste devait être installé, que les femmes devaient toutes porter la burqa, que les hommes devaient tous porter la barbe. Vous vous rappelez très certainement toutes ces exécutions qu'on a vues dans le stade notamment de Kaboul, les exécutions, les lapidations, les mains coupées, les pieds coupés. Il n'y avait aucun problème pour tout l'Occident à voir les talibans. Le problème qu'il y a eu, c'est quand Al-Qaïda s'est installé en Afghanistan et qu'Al-Qaïda a commencé à attaquer des concessions américaines dans la région. Ce qu'on sait moins, c'est qu'à l'été 2001, c'est-à-dire donc bien avant quelques mois avant les attentats du World Trade Center, avant septembre 2001, les Américains ont convoqué une conférence à Bonn dans laquelle ils ont invité les talibans. Et ils ont demandé aux talibans de chasser Al-Qaïda et Ben Laden d'Afghanistan à cette époque-là. Ce qu'ont refusé les talibans, c'est-à-dire c'est pas après 2001, c'est bien avant 2001, les talibans ayant refusé, les Américains ont décidé d'attaquer, et le prétexte leur a été tout donné par les attentats du World Trade Center en septembre 2001 et l'assassinat de Massoud 2 jours avant, donc le 9 septembre 2001. Les réalités sont celles-là, entre ce que dit Brzezinski, entre l'installation des talibans avec l'aide des Américains, plus l'aide occidentale qui a été faite, on comprend un petit peu mieux l'environnement politique qu'il y avait dans cette région. Et évidemment, on le voit sur la carte, l'Afghanistan est un pays qui est frontalier avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, c'est-à-dire 3 républiques d'Asie centrale, mais qui étaient dans des anciennes républiques soviétiques. Donc on comprend mieux l'intérêt des soviétiques par rapport à ces frontières-là. Frontalière avec le Pakistan et frontalière avec l'Iran. Et vous voyez que ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup, le Pakistan et l'Iran, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans toute la conception géopolitique qu'il peut y avoir. Ce qui s'est passé, c'est qu'après l'installation après 2001, quand ce gouvernement fantoche dirigé au départ par un président qui s'appelait Hamid Karzai, qui n'était rien d'autre qu'un salarié d'une société américaine de pétrole qui s'appelait Unicol, très rapidement s'est installé en fait un régime sous occupation, avec une présence d'abord de l'armée américaine, puis de forces internationales à laquelle a participé d'ailleurs la France, jusqu'en 2008, et en fait un pouvoir qui était totalement corrompu. Je me souviens en 2009 m'être rendu à Kandahar, tout ça c'est ce qu'on appelle le pays Pashtun, tout ça c'est peuplé de Pashtun jusqu'au Pakistan, puisque l'Afghanistan, vous savez qu'il y a quatre grandes ethnies, c'est-à-dire les Pashtuns, qui représentent près de 40% de la population, les Ouzbeks, les Tadjiks et les Hazaras. Avec cette différence, avec cette particularité que les Hazaras sont des chiites, alors que la très grande majorité, évidemment, des Afghans sont des sunnites. Quand je me suis rendu à Kandahar à cette époque-là, en 2009, donc je vais en avion de Kaboul, parce que les routes étaient vraiment trop dangereuses. C'est là que j'apprends à Kandahar, qu'on m'explique que les convois américains, protégés par des sociétés privées américaines, de type Blackwater, comme on a pu le voir en Irak, passaient des marchés avec les talibans et avec les groupes armés existants, pour qu'ils n'attaquent pas les convois, ce qui leur permettait de garder des contrats avec l'armée américaine pour garder la protection. J'arrive à Kandahar, je vais dans la guest house où je vais être logé, et le patron de l'hôtel, de la guest house,
une guest house qui était protégée avec des sacs de sable, donc dès 2009, alors que bon, c'était censé être un pouvoir installé, la sécurité assurée, la paix, etc., ce qui avait été présenté. Le gars me dit, je vous fais visiter la guest house. Je lui dis, bon, j'ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas outre mesure. Et il me dit, si, je vais vous montrer les terrasses par lesquelles on s'échappe en cas d'attaque. Donc en fait, en réalité, déjà en 2009 et quelques années auparavant, les groupes armés avaient recommencé à attaquer et ils étaient d'autant plus à l'aise dans ce qu'ils faisaient que la population ne défendait pas le pouvoir en place. Pourquoi elle ne défendait pas le pouvoir en place? D'abord parce que c'est un pouvoir qui travaillait avec des forces d'occupation étrangères, ce que les gens ne supportaient pas. Et deuxièmement parce que c'était un pouvoir ultra corrompu. Par exemple, les talibans n'occupaient pas les villes, les grandes villes, mais ils occupaient tout autour. Déjà même à cette époque, et les gens disaient que quand ils avaient un problème de justice, ils n'allaient pas voir la justice officielle, celle de l'État afghan. Ils allaient voir la justice parallèle mise en place par les talibans, parce que celle-là n'était pas corrompue. Donc déjà en 2009. Pourquoi je dis ça? J'ai dit ça parce que ça explique un peu ce qui s'est passé par la suite. Parce que depuis 2006 et les premières offensives, les talibans ont avancé un peu partout, sans prendre les grandes villes, ni Kandahar, ni Herat, ni Mazar-e-Sharif, encore moins Kaboul évidemment, pas non plus Jalalabad, mais ont commencé à s'installer dans les provinces, qui sont beaucoup des provinces très agraires, paysannes, et ont commencé à mettre en place toutes leurs administrations parallèles contre le pouvoir en place. Et donc ils ont commencé à avancer, et on voit bien, et je pense que c'est un enseignement assez historique quand même, on voit bien que les États-Unis c'est quand même la première armée du monde, avec tout ce qu'ils ont déployé dans ce pays, et avec les comportements que l'on sait, c'est-à-dire entrer dans les maisons en fracassant les portes, en entrant dans toutes les pièces, là où il y a les femmes, les familles, etc., sont arrivés à se faire détester par l'ensemble des populations, et les talibans ont commencé à s'installer. Il faut ajouter à ça que la vision rigoriste des talibans ne s'opposait pas tellement à la vision populaire des populations, malheureusement. J'ai interviewé cet été le président du parti populaire, du nouveau parti du peuple afghan, qui est un peu le nouveau parti communiste afghan, qui disait qu'effectivement, le problème, c'est que les populations sont sur ces visions-là, de la femme, avec la burqa, sur le fait qu'elles doivent être accompagnées par des hommes. Enfin, il y a des conceptions très fortes qui ne sont pas que celles des talibans. Sauf que comme ça rencontre cette idéologie des talibans, il y a une espèce d'osmose qui se fait sans aucun problème. Alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué dans les grandes villes, parce que c'est vrai qu'en 20 ans, il y a eu des développements dans les grandes villes, des universités, c'est vrai qu'il y a eu une forte émancipation des femmes qui ont commencé à aller à l'université, qui ont pu étudier, etc. Mais sauf que dans l'ensemble du pays, ça n'était absolument pas la réalité qui s'est produite. Et quand les Américains ont commencé à changer leur fusil d'épaule et ont commencé à rentrer en négociation avec les talibans, c'était évidemment un coup de pouce absolument incroyable. Vous savez qu'en février 2020, après de multiples tractations, les Américains ont signé un accord avec les talibans. Cet accord, c'était surtout le fait qu'en cas de retrait américain, pour le retrait américain, les talibans s'engageaient à ne pas attaquer les troupes américaines. Mais les talibans ne se sont jamais engagés à ne pas attaquer les troupes gouvernementales afghanes. Donc c'était exactement ce qu'ils ont fait. Les troupes afghanes se retrouvant assez démunies, sans aucun véritable soutien populaire, et sans soutien du gouvernement, réellement, et sans aucune initiative politique, tout a commencé à se déliter, à tel point qu'il y a 2 ans, 3 ans déjà, les talibans contrôlaient plus de la moitié du pays. À part les grandes villes, mais ils contrôlaient la plupart des districts et des provinces. Ce qui était quand même absolument terrible. Et quand, au mois d'août, je me trouvais à Kaboul, et qu'on voyait les villes tomber les unes après les autres, parce que au départ, les talibans
Une fois que, dès le 1er mai de 2021, quand les troupes américaines ont commencé à se désengager, les talibans sont passés à une offensive supérieure. C'est-à-dire qu'ils ne se sont plus contentés d'occuper les campagnes, en quelque sorte, mais ils ont commencé à prendre les grandes villes et ils ont attaqué au nord. Pourquoi ils ont attaqué au nord? Parce que, historiquement, et de leur expérience, c'était là qu'ils avaient affaire à ce qu'on appelait l'Alliance du Nord, qui était le regroupement de plusieurs groupes armés, dont ceux de Massoud, ceux du maréchal d'Ostom, etc. Et donc ils ont commencé à prendre les grandes villes là, quasiment sans aucun combat. Et par la suite, ils sont redescendus sur le sud, et ils ont pris Kandahar, ils ont pris Jalalabad, ils ont pris l'ensemble du pays, avant d'arriver sur Kaboul. Au mois d'août 2021, la tension était forte à Kaboul. Il commençait à y avoir des attentats, il commençait à y avoir des assassinats de personnalités du gouvernement. Et bizarrement, il n'y avait aucune réaction populaire. Enfin, bizarrement. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une réaction populaire. Non, c'était la peur qui s'est installée. Et surtout, on le sentait bien, y compris en discutant avec les gens, qu'il n'y avait aucune volonté d'aller risquer sa vie pour défendre un gouvernement qui était totalement corrompu. Je parlais de la corruption tout à l'heure. Il faut savoir, par exemple, que le président Karzai, qui avait fait 2 mandats en Afghanistan après l'installation des Américains, son frère était un immense trafiquant de drogue à Kandahar, qui a été assassiné par la suite. Donc des gens n'ont absolument pas voulu défendre ce gouvernement. Et quand le 15 août, les talibans sont entrés à Kaboul, mais on leur a ouvert les portes. C'est-à-dire on les a laissés entrer, il n'y a quasiment eu aucun combat. Aussi parce que ce pays tenait depuis 20 ans avec l'aide internationale. Sans l'aide internationale, ce pays se serait déjà effondré. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sans l'aide internationale, tout s'est écroulé. Et aujourd'hui, à Kaboul, vous avez vu quelques-unes des images, je vais revenir sur la réalité aujourd'hui. La réalité à Kaboul aujourd'hui, c'est que la misère est en train de s'installer. Vous avez vu peut-être tout à l'heure sur les photos des bébés, des enfants qui subissent totalement la malnutrition aujourd'hui. Les femmes ne peuvent plus travailler, évidemment. Elles ne peuvent plus étudier à partir de 12 ans. Les universités sont fermées, y compris pour les hommes. Les fonctionnaires ne sont plus payés. Or, les talibans, c'était peut-être des très bons combattants, mais c'est des gens incapables de gérer les choses. Et heureusement que les fonctionnaires continuent à faire leur travail, même sans être payés. Certains, en rigolant, disent comme ça, on n'est pas à la maison et on a la paix. Je pense qu'il y a les deux choses. Il y a cette volonté de travailler quand même, cette peur d'être arrêtés s'ils ne vont pas au travail, et puis se disant, bah, si ça reprend, on va être payé, donc autant être présent. Mais les talibans ne sont là que pour donner le coup de tampon politique sur les papiers officiels qu'ils doivent avoir, et c'est les fonctionnaires d'avant qui font tout le travail. Le fait que les ménages gagnent moins d'argent crée cette misère, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les magasins à Kaboul, ou même dans les autres villes, parce que je suis à la Kandahar, je suis aussi allé à Lashkargah, qui est la grande ville du Helmand, qui est ici. On manque de rien en Afghanistan aujourd'hui. Sauf que les gens ne peuvent pas acheter. Les gens ne peuvent rien avoir. Et puis se manifeste, à mon avis aussi, le fait que, parce que c'est tout le paradoxe, c'est vrai que les talibans ont amené la sécurité. De fait, puisque la sécurité, c'était eux qui l'a créée. Donc à partir du moment où ils s'installent au pouvoir, il y a de la sécurité. Donc il y a des zones entières qui étaient totalement enclavées, parce que les gens ne pouvaient pas bouger à cause de la guerre, où là, des gens commencent à venir dans les hôpitaux, par exemple, et donc on découvre des situations. Mais des situations qui étaient déjà préexistantes, en réalité. Et c'est particulièrement vrai dans le sud. Cette misère qui s'installe, vous l'avez vu aussi avec les enfants qui sont dans les rues, ça commence à se sentir très très fort à Kaboul. Et les talibans, au départ, quand ils sont arrivés à Kaboul, ils n'ont pas eu du tout la même attitude qu'en 1996, quand ils ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas obligé les hommes à porter la barbe, ils n'ont pas obligé les femmes à porter la burqa. Il y a eu, effectivement, évidemment, malheureusement, des exécutions sommaires. Ils ont essayé de chercher des dirigeants, ils ont essayé de chercher des anciens officiers de l'armée, ils en ont trouvé, ils en ont assassiné, mais ils ont essayé de montrer patte blanche. Pourquoi? Parce que le problème des talibans aujourd'hui, c'est que personne ne les reconnaît, même pas un État islamique, même pas un pays musulman
ne reconnaît les talibans. Et donc aujourd'hui, ils sont un petit peu coincés. Et ne savent pas trop comment est-ce qu'ils peuvent gérer ce pays. Mais je pense que les pays occidentaux sont aussi dans la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a une crise humanitaire qui est en train de se dessiner aujourd'hui parce que l'hiver est très rude en Afghanistan, parce que cette malnutrition pourrait très bien déboucher effectivement sur une famine, de fait, et que tout ça pourrait générer dans la population un ras-le-bol et une volonté d'en finir aussi avec les talibans. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les seuls qui résistent en Afghanistan sont les femmes. Elles l'ont déjà montré dès l'entrée des talibans le 15 août. Et vous voyez ce que j'ai dit au début, avant qu'on commence la séance, cette une de l'humanité ne date pas du mois de septembre. Elle date d'avant l'arrivée des talibans. Parce qu'il était clair que les premières qui allaient être visées, ça allait être les femmes. Comme me disait Atik Raimi, l'écrivain afghan, dans une interview que j'avais faite de lui pour l'Humanité, il disait « Les talibans ont peur des femmes et de la culture ». Et c'est effectivement le cas, mais les femmes ne se laissent pas faire. Elles ont commencé à manifester dans les rues de Kaboul, et pas seulement. Il y a eu des manifestations à Herat, il y a eu des manifestations à Mazar-e-Sharif. La répression a été assez sévère, ce qui fait que maintenant elles sont obligées de changer leur façon de faire et de ne plus appeler publiquement à des endroits de manifestation, mais à essayer de se contacter via WhatsApp, via les réseaux sociaux, pour essayer de se donner rendez-vous, faire des démonstrations, faire des vidéos ou des photos et les publier sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, la seule parole, les seules personnes que l'on entend dénoncer le pouvoir des talibans, aujourd'hui, sont les femmes. Et je peux vous dire qu'elles se sentent quand même très délaissées et très abandonnées. Parce qu'une chose est d'en parler ici, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait réellement pour les aider? Or, malheureusement, je crois que comme d'habitude, elles font les frais de tout ce qui se passe. Parce que pendant les négociations qu'il y a eu des Américains directement avec les talibans, ou les délégations afghanes qui discutaient à Doha, au Qatar, avec les talibans, la question des femmes a effectivement été abordée. Même les Occidentaux disaient c'est une ligne rouge, la question des femmes, il faut reconnaître le droit des femmes, etc. etc. Et au bout du compte, on a bien vu que les femmes ont été totalement abandonnées. La question des femmes a été reléguée au fin fond de la problématique afghane. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle géopolitique qui est en train de se mettre en place, et c'est ce à quoi on assiste. Les talibans, je le disais tout à l'heure, ont toujours été soutenus par le Pakistan. Ils ont même été créés, en fait, directement, physiquement, par les services secrets pakistanais. Ça s'appelle l'ISI. Et d'ailleurs, sur toutes les zones Pashtun, et donc les dirigeants talibans, après 2001, se sont réfugiés dans toutes ces zones ici pakistanaises, vers Quetta, vers Peshawar, dans toutes ces zones frontalières de l'Afghanistan. Sauf qu'aujourd'hui, le Pakistan n'a plus besoin des talibans de cette manière-là, et aujourd'hui il y a une guerre qui est en train de s'installer entre les talibans et les Pakistan. J'étais à Jalalabad, donc cette ville qui est presque frontalière avec le Pakistan. J'ai rencontré le chef du service de renseignement des talibans de Jalalabad, Dr Bashir, qui disait pique-pendre du Pakistan, qui disait que le Pakistan n'est pas un État islamique, et que de toute manière, il ne reconnaissait pas les frontières, que tout ça c'était le pays Pashtun, et que de toute manière, il fallait combattre le Pakistan. Donc pour les talibans, qui sont ostracisés d'un côté, qui n'ont plus le soutien du Pakistan de l'autre, donc qui sont assez isolés, puisque toutes les aides et tout l'argent afghan qui est gelé dans les banques, la condition qui est mise pour que ce soit débloqué, c'est qu'il nomme un gouvernement qu'on appelle inclusif, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas simplement des hommes et pas que des Pashtuns, mais qu'il y ait une représentation réelle de la société afghane, c'est-à-dire des femmes et l'ensemble des communautés qui vivent en Afghanistan. Ce qui n'est toujours pas le cas. Donc les talibans, aujourd'hui, sont obligés d'essayer de chercher des appuis. Ces appuis, ils vont les trouver où? Beaucoup de gens ne veulent pas de la déstabilisation de l'Afghanistan aujourd'hui.
Les Chinois ne veulent pas de déstabilisation de l'Afghanistan. Les Chinois qui ont une petite frontière, qui ont 80 km de frontière, tout en haut là-bas, dans la petite langue comme ça, 80 km de frontière avec l'Afghanistan, parce que les Chinois, c'est un secret de polichinelle, lorgnent sur le sous-sol afghan. Donc ils ont besoin d'un pays qui soit stable et d'avoir de bonnes relations avec ceux qui ont le pouvoir, quel qu'il soit. Les Russes ne veulent pas non plus d'une déstabilisation aux frontières de ces anciennes républiques soviétiques, mais qui sont quand même dans un relationnel avec la Russie, et notamment sur le fait que si c'est trop déstabilisé, ce serait la possibilité pour beaucoup de groupes islamistes armés de s'installer, voire même de s'éparpiller dans ces républiques-là par la suite. Et les Occidentaux, à mon avis, n'ont pas de véritable stratégie. Les Américains ont perdu la main, mais ne voudraient pas la perdre totalement dans cette région-là, et donc sont en train d'essayer de chercher un moyen de ne pas couper leur relation avec les talibans, tout en essayant de montrer sur l'extérieur qu'ils ont des revendications très démocratiques, comme ils disent, et très progressistes sur la question des femmes, sans arriver d'ailleurs à débloquer quoi que ce soit. Et donc, paradoxe, les talibans se tournent vers l'Iran chiite. Donc, ils sont allés discuter avec les Iraniens, alors qu'ils n'en pensent pas moins. C'est-à-dire, les chiites sont pour les talibans vraiment des ennemis profonds. Donc, ils sont allés discuter à Téhéran la semaine dernière, et les Iraniens ont dit, bon, nous, on est prêts à reconnaître l'émirat islamique, puisque les talibans s'appellent l'émirat islamique, l'Afghanistan, l'émirat islamique d'Afghanistan, s'il y a un gouvernement inclusif. Pour les Iraniens, c'est pas les femmes, c'est plutôt que les chiites soient au pouvoir en Afghanistan. Ce qui évidemment est aussi une ligne rouge pour les talibans, ce qui encore là crée une contradiction et une difficulté pour avancer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vous souvenez peut-être que dès qu'ils sont entrés à Kaboul, c'est-à-dire dès qu'ils ont pris le pouvoir, on a reparlé de Massoud. Pas le père, on a reparlé de Massoud le fils. Et on a même eu Bernard-Henri Lévy qui est allé le rencontrer, qui a fait des photos qu'il a publiées sur l'ensemble des réseaux sociaux, pour dire que c'était le Front National de la Résistance qui s'était créé. Moi, j'avais rencontré à l'époque beaucoup de gens à Kaboul qui disaient, d'accord, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas battu avant contre les talibans? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu tellement de combat. Et je suis monté dans la vallée du Panchir, où, alors, évidemment, c'est toujours très difficile de se faire une véritable idée de ce qui se passe. En tout cas, les talibans ont repris la vallée du Panchir, et les gens qui ont accepté de parler disaient qu'il y avait des combattants qui étaient dans les montagnes, donc c'est des sommets qui montent à 4000, 5000 mètres quand même là-haut, qui étaient là, qui descendaient de temps en temps faire un peu d'attaque contre les talibans, ce qui effectivement se passe sans que ça change quoi que ce soit, et qu'une grande offensive se préparait pour l'hiver. Nous sommes en hiver, il n'y a toujours pas d'offensive, et le fils Massoud, Ahmad Massoud, enfin ils se sont rencontrés ici, à Mashhad, qui était une grande ville iranienne ici, parce que toute cette zone-là, historiquement, c'est ce qu'on appelle le Khorasan, donc qui est ici. Ils se sont rencontrés, et y compris avec Ismail Khan, qui était le chef de guerre de Herat, et pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose, parce qu'encore une fois, il n'y a en fait aucune résistance et aucune chose qui se monte. Bon, alors pour les progressistes, je n'en parle même pas. Les quelques progressistes qui existaient encore à Kaboul se cachent aujourd'hui pour ne pas subir la répression des talibans. Donc aujourd'hui, c'est quand même très bloqué, d'autant plus que toute cette situation profite à ce qui est devenu le grand ennemi des talibans, c'est-à-dire l'État islamique au Khorasan, justement, qui prennent cette appellation-là historique, donc Daesh, la succursale de Daesh dans cette région. Daesh qui a fait des attentats, puisqu'ils ont fait l'attentat à l'aéroport après que les talibans soient entrés, attentat assez sérieux, qui font des attentats, qui assassinent des gens, mais qui n'ont pas encore une très grande envergure. Le problème des talibans, donc les talibans les désignent comme le grand ennemi, ça quand ils parlent à des journalistes. Le problème des talibans, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur de leur mouvement. Parce qu'à l'intérieur du mouvement, il y a évidemment plusieurs tendances. Et une des tendances les plus dures sont ce qu'on appelle le réseau Haqqani. Le réseau Haqqani qui a un poids très fort dans le gouvernement
des talibans aujourd'hui, le réseau Haqqani qui a toujours eu des très fortes relations avec Al-Qaïda et des très fortes relations avec Daesh. À tel point que certains commandants du réseau Haqqani étaient dans Daesh et ils se passaient la main pour savoir qui faisait les attentats et qui les revendiquait. Donc ce sont ces mêmes gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et les Haqqani qui avant travaillaient avec les Moudjahidines, d'ailleurs, contre les soviétiques, et c'est eux qui à l'époque, vous vous rappelez quand les Américains avaient doté la fameuse rébellion anticommuniste, antisoviétique en Afghanistan, les avait dotés des fameux missiles Stinger pour abattre les hélicoptères soviétiques, c'est le réseau Haqqani qui avait bénéficié de cette aide américaine. Donc le réseau Haqqani est très puissant et ils sont installés en Afghanistan, au pouvoir même, et au Pakistan. Donc il se passe à l'intérieur des talibans très certainement des tensions politiques très fortes sur l'attitude à adopter, c'est-à-dire est-ce que les talibans ouvrent un peu les portes, montrent un peu patte blanche par rapport aux femmes, par rapport à un gouvernement inclusif, etc. Ou est-ce qu'au contraire ils se ferment en restant totalement arc-boutés sur ce qui est leur idéologie d'origine, ce qui est plutôt la vie justement de ce fameux réseau Haqqani. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'entre ce que j'ai vu en novembre ou décembre en Afghanistan et ce qui se passe maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt les idées du réseau Haqqani qui prennent le dessus. C'est-à-dire que pour les femmes, la répression est en train de s'accentuer. Les femmes journalistes que j'avais rencontrées, d'ailleurs vous verrez, alors deux choses. Je vais écrire un article dans l'Humanité qui sera publié bientôt sur les femmes journalistes en Afghanistan. Donc celles que j'ai rencontrées, que j'ai recontactées depuis, me disent que déjà c'était difficile de travailler pour elles. Celles qui présentaient les actualités à la télévision privée, Toulouse News par exemple, évidemment le port du voile, pas le burqa, mais le port du voile, mais elles ont eu des remarques sur le fait que le voile n'était pas assez bien porté, pas assez strict, etc. Sur le fait qu'il ne fallait plus dire les talibans, mais il fallait parler de l'émirat islamique, qu'il n'y avait pas le droit de critiquer les dirigeants du pays, etc., etc. Les femmes reporters qui vont sur le terrain, elles, carrément, elles ne peuvent même plus entrer dans un ministère, même s'il y a une conférence de presse, parce qu'elles sont femmes, donc elles n'ont pas le droit d'entrer dans les ministères. C'est très difficile pour elles de travailler dans la rue, avec une caméra ou pas. Une me racontait qu'encore dernièrement, elle s'est faite secouer très violemment par un taliban. Son caméraman s'est fait tabasser dans les grandes longueurs. Ce qu'ils ont filmé a été confisqué, effacé, etc. etc. Donc il semblerait que maintenant même le port de la barbe soit de plus en plus demandé à tous les contrôles, les checkpoints qui sont mis en place par les talibans. Les femmes ne peuvent plus partir à plus de 72 km de chez elles sans être accompagnées par un homme. On ne peut plus écouter de la musique dans les voitures. Donc tout ça revient un petit peu en arrière. Et ces tendances-là, je les ai senties tout au long de mon parcours en Afghanistan, parce que j'ai rencontré beaucoup de talibans. Et de chefs, j'ai rencontré des petits talibans, et j'ai rencontré des grands talibans. Les petits talibans, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est des gamins de 20 ans. Et c'est pas les talibans d'avant. Parce que c'est des gamins qui sont nés avec la télévision, qui sont nés avec Internet, qui sont nés avec TikTok. J'ai même offert une cigarette à un jeune taliban, ce qui aurait été impensable il y a 30 ans. Des fois ils écoutent de la musique. Donc ce sont les jeunes talibans, mais qui sont très très endoctrinés, et si on leur dit non c'est pas bien, ils vont complètement arrêter de le faire. Quant aux vieux talibans, eux ils sont restés sur les notions d'avant. Par exemple, à Jalalabad, bon, j'avais été visiter la prison de Kandahar, on a vu quelques images tout à l'heure, j'avais fait un reportage dans l'UMA, j'ai rencontré le directeur de la prison de Jalalabad. Et je lui demande, mais alors comment ça se fait, enfin, on ne voit plus d'exécution comme vous faisiez avant, quand vous étiez au pouvoir. Il n'y a plus, vous n'utilisez plus les stades, il n'y a pas de pendaison, il y a eu une pendaison, enfin, 2 mecs ont été pendus à Herat au début. En gros, c'était pour faire une grosse démonstration, c'était le gouverneur taliban de Herat qui avait décidé de le faire. Et donc le directeur de la prison, je lui dis, mais vous ne le faites pas. Et les gars, et à chaque fois j'ai eu droit à ça, une espèce de petit sourire en coin, comme ça, en gros en disant, non mais on n'a pas eu de cas qui nous forçait à le faire en ce moment. C'est-à-dire, bon, on n'a pas besoin de le faire pour l'instant, mais s'il le faut, il n'y a aucun problème, on reviendra aux vieilles pratiques existantes.
Et partout, ça a été comme ça. L'histoire d'Al-Qaïda, par exemple, qui est soi-disant la grande ligne rouge des Occidentaux en disant les talibans se sont engagés, est-ce que l'Afghanistan ne soit pas une base pour Al-Qaïda pour attaquer les intérêts américains ou quoi que ce soit. Il est clair qu'aujourd'hui, Al-Qaïda n'a pas les moyens ni la volonté d'aller attaquer aux États-Unis, comme ils l'ont fait en 2001, sauf que Al-Qaïda égrène quand même un peu partout dans la région, et pas simplement, parce qu'y compris en Afrique, ça égrène beaucoup, et on l'a vu aussi en France, beaucoup de gens, certains se réclament d'Al-Qaïda. Quand je pose la question, tout à l'heure dans les photos, il est passé comme ça, c'était un petit bonhomme avec sa petite barbe blanche, comme un bon petit nounours à qui on donnerait, si je puis me permettre, le bon Dieu sans confession. C'était le Mollah Hakimi, qui était l'ancien porte-parole du Mollah Omar. Le Mollah Omar, c'est le chef historique des talibans, le fameux borgne qui s'était échappé de Kandahar après l'entrée des Américains, qui était parti sur une moto et qui est parti se réfugier au Pakistan. Donc le Mollah Hakimi, qui est encore là quand même, lui, quand je lui pose la question sur Al-Qaïda, il me regarde avec un petit sourire, il a les yeux qui se plissent comme ça, et il me dit « Mais ceux qui ne sont pas nos ennemis ne sont pas nos ennemis. » Donc ça veut tout dire. Et pour ajouter sur le fait qu'il se passe quand même des choses à l'intérieur du mouvement taliban, ce même Mollah Hakimi a été nommé chef du comité d'épuration des talibans pour faire le ménage à l'intérieur du mouvement. Alors officiellement, ce ménage se fait sur le fait que certains talibans ont exagéré, ont eu des comportements qui n'étaient pas bien avec la population, mais on peut penser qu'en réalité, il y a une espèce d'épuration politique qui est en train de se faire à l'intérieur des talibans. Reste à savoir dans quel sens ça va aller, et ça pour l'instant c'est assez compliqué de le savoir. Donc voilà, l'Afghanistan en est là aujourd'hui. Que dire, quand je disais, oui, j'avais oublié de dire, quand les femmes se battent, ben, elles se battent jusqu'au bout, puisque vous lirez dans l'Humanité Magazine, puisque vous savez que l'Humanité Dimanche ne s'appelle plus Humanité Dimanche, mais s'appelle l'Humanité Magazine à partir d'aujourd'hui, donc tous les jeudis, je fais un reportage sur les écoles clandestines. Parce que la résistance, ça passe aussi par là, le fait que les femmes, que les jeunes filles ne peuvent plus aller à l'école, il y a des écoles clandestines se mettent en place, c'est-à-dire via des instituteurs, des profs, qui avaient commencé à donner quelques cours à leurs élèves, un peu avec peur bien sûr, dans leur maison, et puis ils commencent à s'organiser, il y a des maisons qui commencent à être louées, ça veut dire 20, 30 jeunes filles. Vous avez vu tout à l'heure, on voyait une femme en train de donner un cours, on voyait plein de petites filles comme ça, c'était une école clandestine, c'est-à-dire clandestine parce que pas officielle. Alors, voilà, elles prennent le risque de faire ça, et ce qui est assez extraordinaire, mais vous le lirez dans l'Humain Magazine la semaine prochaine, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces petites filles ont des mères qui elles-mêmes avaient déjà subi les talibans, elles n'avaient pas pu étudier. Et comme ces écoles clandestines sont en train de se mettre en place, les mères ont demandé à pouvoir prendre des cours pour apprendre à lire, à écrire et à décrypter les chiffres. Et je trouve que ce mouvement-là est assez extraordinaire, et c'est très très courageux de la part de tous ceux qui sont en train d'organiser ça. Donc voilà, autrement malheureusement c'est l'Afghanistan qui est un pays magnifique, mais je pense que tous les pays sont magnifiques d'ailleurs, mais bon, ce pays qui est magnifique est en train de revenir 100 ans en arrière. Malheureusement, la misère s'installe. Kaboul n'est pas un exemple de l'Afghanistan, comme New York n'est pas un exemple des États-Unis, parce que la réalité dans les campagnes, c'est que c'est la misère qui s'installe, et notamment avec les questions climatiques, puisque tout le sud là est en pleine sécheresse en ce moment, puisque l'Afghanistan a cette particularité qu'avec l'Hindoukouche en haut, c'est vraiment des très hauts sommets, et ici c'est vraiment des plaines où il fait chaud d'ailleurs. Donc il y a la sécheresse qui est en train de s'installer. Et j'ai pu rencontrer des producteurs de grenades le fruit, pas l'arme, des producteurs de grenades qui ont décidé d'éradiquer, je les ai vus couper leurs arbres, avec la mort dans l'âme. Un des vieux paysans disait « j'ai l'impression de couper la tête de mes enfants ». Et ils ont décidé de cultiver du pavot. L'Afghanistan, vous le savez, est un très gros producteur d'opium, de pavot, et donc d'opium, et donc d'héroïne. Bon, souvent, les laboratoires sont plutôt dans ces zones-là, et puis au Pakistan,
Mais c'est totalement énorme. Vous avez vu aussi tout à l'heure les photos, il y avait un paysan qui présentait un morceau d'une fleur d'opium comme ça, avec l'opium qui coulait. Et donc ils décident de cultiver du pavot. Et donc j'ai posé la question aux talibans, puisque l'attitude des talibans par rapport au pavot est un peu ambiguë en fait. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui les a beaucoup financés. C'est vrai aussi qu'à un moment donné, quand ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, ils avaient mis une fatwa, le Bola Omar avait mis une fatwa, donc une interdiction de cultiver le pavot. Aujourd'hui, de la même manière que Hakimi m'avait répondu sur Al-Qaïda, de la même manière, ils répondent ah ben, tout va dépendre de l'attitude des Occidentaux par rapport à la drogue. Et quand j'étais dans le Hemland, qui est un très gros producteur de pavot, à un moment donné, on tombait sur une voiture qui était chargée de drogue. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas si c'était de l'opium proprement dit, ou si c'était de l'héroïne, enfin bref. La voiture était pleine, et je leur demande, mais vous allez où comme ça? Et le gars en rigolant me dit, dans votre pays. donc c'était assez clair. Et donc les talibans disent, oui, non, c'est pas bien, mais ça peut être utilisé à des fins pharmaceutiques, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais le chef des services de renseignement de Jalalabad, qui fait vraiment beaucoup de politique, qui est très, très... Je pense que c'est un homme très dur. Quand on voyait le prisonnier là, qui avait les mains attachées, c'était chez lui, c'était dans son quartier général. Il y avait des gens qui étaient prisonniers comme ça. Lui disait, si les Occidentaux, si le monde ne nous reconnaît pas, on a 3 armes. La première, c'est l'immigration. On va laisser partir les gens chez vous. La deuxième, c'est la drogue. On va vous inonder. Et la troisième, il n'a pas voulu me dire ce que c'était, il me dit, les Américains savent très bien ce que c'est. Je n'ai pas encore deviné, je me demande si ce n'est pas ce rapprochement avec les Iraniens qui gênerait évidemment beaucoup les Américains dans tout ce qu'ils sont en train de faire dans la région. Donc voilà, je vais peut-être en terminer là, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Voilà, on va répondre aux questions. Il se passe beaucoup de choses en Afghanistan aujourd'hui, des choses qu'on ne sait pas bien. Il y a des tentatives de résistance, encore une fois, de la part des femmes. Il y a beaucoup d'expectatives, beaucoup de peur. Et comme d'habitude et comme toujours, les populations essaient de vivre, difficilement, mais elles essayent de vivre. C'est pas toujours facile, y compris c'est pas toujours facile pour nous, journalistes, de travailler. Je terminerai par ça, puisqu'au départ, pour aller à Kaboul, il y a assez peu d'avions encore en ce moment. Les routes sont pas toujours très bonnes. Je voulais passer par l'Ouzbékistan, et donc j'étais descendu jusqu'à la ville de Termez, qui est presque à la frontière, qui est le vis-à-vis de Mazar-e-Sharif, côté ouzbek. Et malheureusement, quand je suis arrivé à Termez, ils venaient de fermer la frontière terrestre. Celle du Turkménistan était fermée, celle du Tadjikistan aussi. Et donc voilà, il a fallu se rendre jusqu'à Abu Dhabi, prendre un avion pour Kaboul. Et c'est en train de grenouiller beaucoup, parce qu'y compris les pays du Golfe sont en train d'essayer de faire leur jus là-dedans, parce qu'il y a des vieux projets qui sont en train de remonter, et ils essaient de voir comment ça pourrait se faire. Puisqu'à l'époque, quand les talibans en 1996 avaient pris le pouvoir, il y avait la volonté d'installer des pipelines, le gaz qui allait passer par le Pakistan. Et donc tous ces projets-là sont en train de revenir, de remonter. Et il y a une espèce de discussion de marchand de tapis, en quelque sorte, qui est en train de se faire, sans qu'on le sache très bien, et qui se fait très souvent au détriment des populations, parce que 20 ans d'occupation américaine, ça donnait un pays qui était sous perfusion en réalité, qui n'a jamais pu se développer comme il fallait, même si on peut se féliciter que dans des grandes villes, encore une fois, il y a eu des évolutions qui étaient réelles, qui étaient majeures, mais aujourd'hui tout ça est en train de s'écrouler, et c'est vraiment un vieux retour en arrière, presque moyenâgeux. Merci. Donc, on va prendre les inscriptions pour ceux qui veulent poser des questions à Pierre. On te remercie de cette prestation. On est toujours curieux parce que c'est un pays qui, depuis des décennies, nous interroge énormément. Donc, si vous voulez, en attendant, je vous repasse sans la musique, je vous repasse le diaporama, peut-être vous allez mieux voir les...
Voilà, bon, c'est un peu idiot comme question, mais je la pose quand même parce qu'elle me travaille. Un jour, il y a pas mal d'années de ça, je prends le train à Trappes, donc en direction de Nice. J'avais l'UMA, je lis l'UMA, puis en face de moi, il y avait une personne, on se met à discuter. Elle venait d'Afghanistan. Et elle me dit, alors ce qu'elle m'a dit, est-ce que c'était vrai, est-ce que ça m'a... Elle me dit, la période où les femmes étaient le plus libres en Afghanistan, c'est la période où il y avait les soviétiques. Voilà, alors ça vaut ce que ça vaut, et ça me travaille parce que... voilà, je voulais le dire. Oui, mais c'est une réalité que quand les communistes étaient au pouvoir en Afghanistan, ils ont mis en place des grands projets, notamment de construction d'écoles, de faire en sorte que les filles puissent aller à l'école, qu'il y ait un développement de l'éducation. Je pense qu'un des problèmes, et encore une fois je disais à mon ami André Baudin qui est là, qui fait un livre sur Massoud d'ailleurs, je discutais à midi avec un camarade afghan qui est le président du nouveau parti du peuple afghan, puisqu'ils ont créé un parti qui est petit évidemment, mais voilà. Et donc qui a vécu toutes ces périodes, qui vit en France en ce moment, qui a vécu toutes ces périodes, il reconnaît lui-même que le problème c'est la façon dont ça s'est fait. Parce que quand ça heurte les populations comme ça, on ne peut pas gagner les populations, c'est tout ça le problème, on ne peut pas faire le bonheur à la place des autres. Donc oui, c'est une réalité sur les constructions d'écoles, sur la volonté des filles qu'elles aillent à l'école, etc. Mais c'est tout un travail, y compris, j'ai rencontré quelqu'un, là aussi je vais en parler dans le reportage de la semaine prochaine dans l'Humain Magazine, dont le père était un chef de tribu, et c'est quelqu'un qui a toujours voulu que les écoles soient construites, y compris dans les villages. Alors quand on dit construire une école, ça peut être des tentes et machin, mais enfin, en tout cas, qu'il y ait 3 bancs et qu'il y ait un institut ou un prof qui vienne donner des cours. Donc aussi, ça passe aussi par les chefs de tribu, tout ça. Si tout est imposé, rien ne se fait. Et tout le monde sait qu'en Afghanistan, rien ne peut se faire sans qu'il y ait des discussions entre les chefs de tribu au niveau local et qu'il y ait des discussions au niveau communautaire. Alors on peut le regretter, sauf que voilà, les évolutions des pays sont cela. Donc oui, je confirme, et tout le monde le confirme. Tout le monde le confirme que pendant la période, notamment de Najibullah et un peu avant avec Taraki, il y a eu ces volontés-là. Mais ça a été à marche forcée d'une certaine manière, et ça a été presque... Ça n'a pas toujours été accepté. Et puis en plus, vous vous rappelez, dans l'Humain, on avait passé des photos d'instituts qui se faisaient abattre quand ils allaient enseigner à cette époque-là, par ces mêmes islamistes, effectivement. Mais en 78, on voyait les jeunes femmes en midi-jupe. C'était une réalité. Moi, j'ai une question, après, j'ai quelques informations, c'est à propos de l'attitude de la Chine. Ils savent que l'Afghanistan a minerai le lithium, une des plus importants avec la Bolivie en Afghanistan, qui n'a pas été exploité par les Américains. Donc je sais qu'il y a des discussions avec les talibans, la Chine. Par contre, il y a les conditions, c'est les 90 km de frontières de fermer avec eux, qu'il n'y ait pas de réseau de terroristes ouïghours au Pakistan, donc il y a des conditions. Et la Chine est prête à aider, pas les talibans, mais l'Afghanistan au niveau économique. Donc ça, c'est quelques informations que j'ai eues, et c'est fort possible. Mais et c'est il y a eu la même attitude de la Russie à propos des 3 républiques que tu parlais, que ce ne soit pas des, comment je veux dire, des fiefs de terroristes islamiques, parce que la Russie, comme la Chine, ça, et comme nous-mêmes, on craint le terrorisme de Al-Qaïda, etc. Oui, moi, je confirme, hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a un pragmatisme, parce que avant que les talibans prennent le pouvoir, quand il y avait des discussions à Doha, les Chinois ont invité une délégation talibane à Pékin, les Russes ont invité une délégation talibane à Moscou, donc il y avait cette volonté, ce qui les a fait monter quand même sur la scène internationale, avec une reconnaissance politique indéniable. Donc travailler avec l'Afghanistan sans travailler avec les talibans aujourd'hui, c'est impossible. Donc si on dit qu'on travaille avec l'Afghanistan, on travaille avec les talibans, c'est clair. Donc ce qu'ils veulent, c'est que les mecs leur donnent des gages et des garanties. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, on est au niveau de la bascule. Parce que
je pense qu'il y a des talibans, il y a des anciens de l'armée nationale afghane, celle d'avant l'entrée des talibans, qui ont basculé chez Daesh par revanche. Il y a des gens qui basculent comme ça, et la malvie va faire qu'il y a des gens qui vont basculer dans ce qui s'offre comme groupe possible de combat. Or, s'il n'y a que ça comme offre, ils vont aller là-bas. C'est ça qui risque de se passer. Et d'ailleurs, on sait que Daesh aujourd'hui est composé et d'anciens de l'armée afghane et surtout d'anciens talibans qui trouvent que c'est pas assez dur, c'est pas assez. Donc oui, les Américains n'ont pas exploité, pas parce qu'ils voulaient pas, parce qu'à cause de la guerre, ils ne pouvaient pas exploiter comme ils voudraient, parce que les questions de sécurité, comme en plus c'est dans les montagnes vers le nord, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions qui se font. Il y a même un ministre des Mines. Il y a des mines qui sont privées. Il y a des choses très mafieuses qui se passent. Parce que j'ai un copain journaliste suisse qui a commencé à travailler là-dessus quand j'étais au mois de décembre, quand j'étais là-bas. Il a eu toutes les peines du monde d'avoir les autorisations pour se rendre dans les zones où il y a les mines, et même quand il a pu y aller, ça a été très très compliqué. Donc il y a des questions mafieuses, parce que c'est de l'argent, c'est des millions et des millions de dollars. Voilà. Je pense, je m'excuse de faire cette réflexion critique. C'est pas tout une critique que vous avez dit, mais c'est très intéressant et nous avons appris beaucoup de choses vraiment sur le fond de ce drame qui se joue de l'Afghanistan, n'est-ce pas, depuis le départ des Américains, au mois d'août. Alors, mais je pense à une émission de reportage, un très grand reportage de la télévision allemande qui a été diffusé sur la première chaîne il y a une semaine. La situation, alors on a vu des choses, des images, alors qui dépassent tout ce qu'on puisse imaginer, et qui nous renseignent que la situation, l'Afghanistan en ce moment, elle est beaucoup plus dramatique que vous l'avez décrivée, beaucoup plus. 4 mois après le départ en catastrophe, avec tout ce qu'on a vu dans quelles conditions ça s'est produit, le départ des maintiens américains de Kaboul, n'est-ce pas? Donc, pourquoi? Parce que, évidemment, d'après ce qu'on a vu sur ce film, la population, maintenant, c'est une situation où, avec le départ des Américains, l'Afghanistan a perdu toutes les aides internationales. Il y a 9 milliards d'aides américaines, dollars, qui étaient réservées pour l'aide alimentaire de la population afghane, qui ont été rayés par les Américains, qui ne le donnent plus. Et quelle est la situation? Alors, ce film allemand m'a décrit vraiment d'une image très dramatique, c'est qu'il y a plus que la moitié de la population de l'Afghanistan maintenant qui est dans la famine, qui risque de mourir de la famine dans les semaines qui viennent. Et ça, alors que l'opinion internationale semble ne rien faire. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Que pensez-vous qu'on doit faire d'urgence pour, dans cette situation d'un désastre humanitaire? D'accord, j'ai compris. Alors, il y a deux choses. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Effectivement, vous savez, quand j'étais en Afghanistan au mois de novembre-décembre, je suis resté 5 semaines, à un moment donné, j'appelle le journal, j'ai un copain au journal qui me dit « Alors la famine en Afghanistan ?» Je lui dis « La famine, moi j'ai pas vu de famine, très franchement, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. » J'ai dit « J'ai pas vu de famine. Il y a de la malnutrition qui est en train de s'installer, c'est une réalité. J'ai même vu, on a vu des images de bébés, là. Ça c'était dans l'hôpital à Lashkar-Gah. Mais il y a deux choses. La première, c'est que comme il n'y a plus la guerre, alors ça, les gens sont reconnaissants aux talibans sur ça, le fait qu'il n'y ait plus la guerre et qu'il y ait plus de sécurité, y compris à Kaboul. Moi, je peux vous dire qu'au mois d'août à Kaboul, se promener la nuit dans Kaboul, c'était assez risqué. Pas simplement à cause des talibans, mais aussi à cause des voleurs. Enfin, il y avait une insécurité réelle qui régnait. Donc les gens sont assez contents de ça. Ils ne sont pas contents à cause du reste, mais ils sont contents de ça. Mais aussi, et peut-être les images, c'est aussi ça, c'est qu'il y a des zones qui étaient inaccessibles avant, et donc maintenant il y a des images. Donc rien ne dit que la situation n'était pas celle-là aussi auparavant. Parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer. Donc quand j'ai vu le directeur de l'hôpital de Lashkar-Gah, donc qui est la capitale de la province du Helmand, il me disait, maintenant il y a des gens qui viennent qui ne pouvaient pas venir jusqu'à nous à l'époque, à cause de la guerre, qui ne pouvaient pas traverser toutes ces zones-là.
Donc, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins? Ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai que la malnutrition s'installe, mais encore une fois, famine, ça veut dire qu'il n'y a rien à manger. Mais à manger, il y a. À manger, il y a. Moi, j'ai pris 2 kilos là-bas. Ouais. Oui. Attendez, je termine. S'il vous plaît. Attendez. Laissez parler le conférencier. Je termine. Et donc, il y a cette malnutrition est en train réellement de s'installer, effectivement, et plus ça tarde. Donc c'est quoi? La solution, c'est encore de l'aide. Bien sûr qu'il ne faut pas laisser crever les gens. Mais ça veut dire encore, c'est l'aide internationale. Donc il y a un problème quelque part. La deuxième, à juste titre, vous avez dit que pendant 20 ans, ce pays a vécu sur l'aide internationale déjà. Le problème, c'est que cette aide internationale, en réalité, n'est pas allée dans la poche des Afghans. Elle n'a pas aidé les Afghans, elle est allée dans la poche des corrompus. Et je vais même plus loin, je vais vous donner un exemple, que le système mis en place avec l'aide des Américains a généré cette corruption et a fait en sorte que cette corruption existe. En 2009, quand j'étais à Kandahar, je rencontre le recteur de l'université de Kandahar, qui en plus jouxtait la mosquée, donc 2009, hein, le Taliban était parti, qui jouxtait la mosquée où prêchait le fameux Mollah Omar à l'époque. D'accord ? Qui avait une villa un peu sur les hauteurs de Kandahar, qui était occupée là par la CIA, à l'époque, en 2009, qui avait pris son quartier général de cet endroit. Et le recteur de l'université, j'ai écrit tout ça dans l'humain à l'époque, hein, me dit, j'ai demandé à faire construire un mur d'enceinte pour que les filles puissent venir à l'université sans qu'on les voit spécialement quand elles sont sur le campus. Bon, c'est pas des énormes campus à l'américaine, hein, mais qu'on puisse ne pas les voir de l'extérieur. Quand elles rentrent dans le truc, elles sont quand même en partie tranquilles. Il dit, moi je savais, et je l'ai écrit, hein, tout ça, je ne suis pas en train d'inventer, hein, puis je me souviens très bien de son témoignage, tellement c'est terrible. Il dit, moi je savais, parce que les gens savent ce genre de choses, que la clôture, le mur d'enceinte qu'il voulait faire construire, ça coûtait 200 000 $. Mais pour faire construire ça sous des termes de l'occupation, parce qu'il faut appeler un chat, il devait passer par la commission qui avait été mise en place de distribution de la fameuse aide internationale, qui à Kandahar était dirigée par un Canadien. Bon, vous allez me dire, peu importe sa nationalité, c'est juste pour l'anecdote. C'était un Canadien, c'était pas un Américain, c'était un Canadien. Le Canadien en question a décidé, lui, que le mur d'enceinte, la construction du mur d'enceinte, il n'a pas dit non, ok. Mais lui, il a décidé que ça coûtait $1 million. Donc il y a quelqu'un qui a pris le marché à $1 million. Donc il a reçu $1 million. Il a revendu 800 000 $. L'autre a revendu à 600 000 $. Ça a été revendu à 400 000 $. Finalement, il y a un mec qui l'a acheté à 200 000 $ et il a construit le mur d'enceinte de l'université. Il y a 800 000 $ qui sont partis dans les poches des corrompus, voire peut-être même dans les groupes armés, puisque je vous disais que même les compagnies privées américaines payaient des groupes armés pour qu'ils n'attaquent pas les convois, comme ça, eux, la compagnie privée, gardaient le marché en montrant que grâce à eux, les convois n'étaient pas attaqués. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça qu'ils ont fait pendant 20 ans. Et d'ailleurs, le vice-président afghan, quand il est parti, ils ont trouvé des centaines de milliers de dollars, je crois qu'ils ont trouvé plusieurs millions de dollars en cash dans ses bagages. Une question très courte. On parle des talibans, cette entité taliban. En fait, ils sont quoi, 35, 40 000 à peu près, je crois que c'est à peu près le chiffre. Ce sont que des hommes. Et comment vivent-ils au quotidien? Ont-ils une famille? Où trouvent-ils l'argent? On les voit armés. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette vie interne du taliban que l'on nomme comme ça, mais qu'on ne sait pas trop ce qui se cache derrière? Merci. Oui, bon, donc à l'origine, je l'ai dit, hein, les talibans, comme le nom l'indique, c'est les étudiants en religion, donc plutôt les religions Déobandi, donc qui avaient été créées au Pakistan, et c'est les gars qui ont fait de la guérilla toute leur vie. Donc certains ont des familles, d'autres n'en ont pas, et alors pour les jeunes que j'ai pu rencontrer, eux, quasiment, n'ont pas de famille. Ils vivent, le groupe taliban, c'est leur vie, quoi. Et pour l'instant, ils ne sont pas payés. Eux ne sont pas payés. Et j'ai même été, à un moment donné, j'étais reçu dans... Ils ont investi des endroits qu'ils ont transformés en une espèce de commissariat, quoi, de petit quartier général par quartier dans Kaboul. Et très franchement, d'une hospitalité incroyable, quoi. Et des mecs, à un moment donné, ils voulaient nous offrir à boire, parce que c'est quand même l'hospitalité, ils n'avaient pas un sou sur eux. Ils ont commencé à sortir un peu d'argent de leur poche
pour arriver à aller nous acheter un jus d'orange et un truc. Donc ils n'ont pas d'argent. Donc c'est leur vie, ils vivent ensemble en permanence. Bon, en plus pour ceux qui étaient dans les combats, qui étaient dans les montagnes, etc., ils arrivent dans un monde qui les... je ne sais pas si pour eux c'est le paradis ou si c'est l'enfer, mais c'est assez bizarre pour eux de voir tout ça. Donc c'est comme ça qu'ils... Combien sont-ils? Moi je ne sais pas. On a parlé de 80 000, on a parlé de 40 000, effectivement, je crois que c'est assez compliqué. Bon, quant aux armes, d'abord, ils avaient déjà des armes d'avant parce qu'ils avaient été équipés, et puis surtout, quand le pays a commencé à tomber, ils sont entrés dans toutes les casernes et ils ont récupéré toutes les armes. Alors, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas utiliser parce que les Américains les ont cassés, quoi, pour certains matériels qu'ils ne peuvent pas utiliser, mais ils ont tous le MV, tous les véhicules blindés, ils ont tout ça, plus toutes les armes qui vont avec. Hein. Vous avez vu, à un moment donné, on voit des mecs en treillis. C'est la nouvelle armée qui sont en train de former, qui s'appelle l'armée Badri, et ils veulent que les gars... C'est fini l'image du taliban, nous on dit toujours en se moquant, en pyjama et en sandales, quoi. En fait, en Sarwell et en Kamis Sharwal, il y en a encore, évidemment, mais de plus en plus, comme ils ont récupéré tous les équipements américains et de l'armée afghane, ils commencent à être équipés, ils ont des boots, ils ont des espèces de rangers, alors, ils font même des Kamis Sharwal comme les treillis, c'est-à-dire en camouflage. Donc ils ont le vêtement traditionnel, mais tenue camouflage. Donc alors, combien de temps tout ça va durer? J'en sais rien, mais voilà, c'est des gens qui... J'ai vu un gamin, je crois qu'on le voit en photo là, enfin oui, c'est un gamin, un taliban. Et il me disait, moi le mec il s'est engagé à 16 ans chez les talibans, parce que souvent, c'est pas obligatoirement des gars qui sont complètement dans la religion. La religion, c'est une réalité dans le pays de toute manière. Mais c'est pas parce qu'ils sont complètement endoctrinés spécialement, c'est aussi l'attitude de l'armée d'occupation, l'attitude des Américains, le fait de ne pas pouvoir vivre correctement. C'est aussi ça qui les a amenés à les rejoindre. Lui, il s'est engagé à 16 ans, là il en avait 21. Mais il me dit, personne ne m'a jamais touché. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie quand il disait ça, mais vous savez qu'en plus en Afghanistan, il y a cette pratique des chefs d'avoir ce qu'on appellerait en France un mignon. Et donc tous les chefs ont un mignon avec eux. Lui, je pense que c'était le mignon, l'un des chers qui dirigeait cet endroit. Et donc voilà, c'est une espèce de chose très traditionnelle qui existe en Afghanistan. Donc se battre contre ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc voilà, ce sont des jeunes qui sont comme ça, mais ils ont tous un téléphone, ils sont tous sur TikTok, ils sont tous sur WhatsApp, et ils font tous des photos. Voilà. Et donc ils essayent, comme ils n'ont pas vraiment de fric. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les photos qu'on voit, on voit des gens en train de prier, puis on voit comme un plongeoir derrière de piscine. Cette piscine, c'est la piscine construite par les soviétiques à Kaboul, donc on appelle ça la piscine soviétique d'ailleurs, sur une colline de Kaboul. Et généralement, il y a plein de photographes, de jeunes photographes qui font des photos, et puis ils se font un peu d'argent en faisant des photos. Donc là, j'ai discuté avec eux, et il me dit, depuis qu'il y a les talibans, on travaille plus d'abord parce que les filles n'ont plus le droit de venir dans cet endroit, qui est une espèce de parc, les filles ne peuvent plus venir, donc les couples amoureux ne viennent plus, qui faisaient des photos ensemble, etc. Et en plus, les talibans, ils viennent, ils veulent qu'on les prenne en photo, mais une fois qu'on les prise en photo, ils nous donnent une mini-puce pour récupérer la photo, ne pas payer et partir avec. Parce que vraiment, ils n'ont pas d'art. Pour les grands chefs, je ne sais pas, oui, ils ont un certain train de vie, c'est comme toujours, quoi, comme d'habitude. Mais les petits gars ils sont très... C'est assez marrant parce que à 16 ans, ils se battent. Ils sont dans les montagnes. Et là, ils découvrent la vie, en fait. Ils découvrent la vie et la ville. Ils sont totalement étonnés. Ils ont des questions d'enfants. C'est presque en contradiction avec tout ce qu'on leur a inculqué, quoi. C'est désarmant, hein, d'une certaine manière. C'est désarmant parce que, voilà, c'est des gamins, s'ils n'étaient pas comme ça, ils seraient peut-être plus progressistes, ou ils seraient en train d'étudier, ou des choses comme ça. Parce que, on a dit les talibans ont changé, c'est les talibans 2.0, etc.
Oui, bah c'est une autre génération. Donc les talibans, ça fait longtemps qu'ils ont compris ça. Depuis 2006, au moins 2005-2006, les chefs talibans ont compris l'utilisation d'Internet, de faire des communiqués, d'utiliser les vidéos. Alors peut-être c'est Al-Qaïda qui les a aidés, mais de filmer les attaques qu'ils faisaient, ou quand ils mettaient des engins explosifs sur les routes et que les camions américains passaient, de les faire sauter, ils filmaient ça pour faire de la propagande. Ça fait longtemps qu'ils ont compris ça. Donc moi je pense qu'ils ont quand même gagné, malheureusement ils ont gagné. On ne gagne pas en étant complètement stupide quand même. Lénine disait ne jamais sous-estimer l'adversaire. D'autres personnes Ah. Non, attends, faire profiter tout le monde. Je voulais vous demander si avant il y avait des associations de femmes. Et que sont-elles devenues, s'il y en avait? Là, j'avoue que je ne peux pas vous répondre. Il devait y avoir des associations de femmes, je pense. Non, mais il y avait des femmes qui avaient des responsabilités, oui, ça c'est clair. Puisque j'avais rencontré, par exemple, la directrice de l'Institut du film afghan, qui était une femme. La une que j'ai montrée de l'UMA au début, c'est elle qui pose. Mais est-ce qu'il y avait des associations de femmes, proprement dites? Moi, j'en ai pas rencontré, mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Je suis vraiment désolé. Joker. Hein? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais vous remercier pour l'exposé que vous avez fait, qui était extrêmement précis, très général, et surtout pour votre courage, en fait, de retourner dans ce pays et de faire tout ce que vous faites, parce que ça n'a pas l'air aussi simple. Et en fait, vous nous avez fait un exposé, en remontant jusqu'à Zbigniew Brzezinski, une démonstration de la réelle politique. Parce que vous nous avez montré des gens qui sont croyants, mais qui sont capables de discuter avec l'ennemi juré. En fait, il y a le dogme, la croyance et les idées sont très superficielles, mais il y a tout un réalisme extraordinaire, que ce soit côté américain, russe, chinois et taliban. En fait, c'est par rapport à tout ce qu'on peut nous vendre en Europe, les images qui nous émeut et qui jouent sur nos émotions, en fait, on voit une réalité et un pragmatisme terrible. Et donc, si on décode, si on a cette vision des choses, pour vous, quel est l'avenir de ce pays, en fait? C'est les Chinois qui vont mettre la main dessus, parce que moi, je connais assez bien la Russie. Du côté de la Russie, au moment de la chute, là où moi j'étais en Russie à cette époque-là, les Russes disaient quand même, les Américains, ils nous laissent un bâton merdeux, juste à nos portes, eux, ils s'en foutent, ils repartent à 10 000 km, et nous, il va falloir qu'on le gère. Donc, ça reste quand même un problème pour les puissances qui sont autour du pays, plus que pour les Américains. Oui, je pense que c'est plus pour les Américains que plus pour tous les pays qui sont autour. Mais en même temps, les Américains ne peuvent pas laisser cette zone-là entre l'Iran et le Pakistan. À mon avis, ils ne peuvent pas laisser cette zone sans rien faire. Je pense qu'ils sont en train de chercher la meilleure voie et la meilleure solution. Oui, que ce soit le pragmatisme, moi je pense que c'est évident quand on a le pouvoir, ou quand on veut prendre le pouvoir, ou une fois qu'on l'a pris, pour rester au pouvoir, il faut arriver à développer quelque chose. Donc il faut faire avec tous les paramètres existants tout autour. Bon, les talibans s'en aperçoivent, je ne sais pas encore une fois jusqu'où ils vont aller, parce que là ils sont en pleine... ça devient à mon avis très très compliqué pour eux, et donc ça risque de dégénérer en violence. Le problème, parce que je suis remonté à Brzezinski, le vrai problème, c'est que dans ces régions-là, tous les progressistes ont été quasiment éradiqués. Et les mouvements progressistes ont été éradiqués. Donc la problématique, elle se fait entre des pouvoirs qui vont développer une vision de la société qui peut paraître un peu progressiste par rapport aux femmes, etc., c'est vrai, mais qui économiquement reste dans le même giron des choses, qui ne va pas aider au véritable développement des pays, et de l'autre côté, une espèce d'obscurantisme qui veut s'installer dans les régions. Mais ça fait plus de 50 ans que ça...
plus de 50 ans. Je ne me souviens jamais du nom. Je saurais trop vous conseiller un bouquin qui s'appelle CIA et Djihad. C'est écrit par un journaliste américain qui 1952-2001, parce qu'il est écrit en 2001. James Colley, il s'appelle, James Colley. Qui montre bien comment, dès le début de la guerre froide, les Américains ont instrumentalisé tous ces mouvements, mais ça a été jusqu'au soutien des frères musulmans en Égypte, avec tous ces mouvements intégristes, islamistes, pour contrer le péricommunisme. Et au bout du compte, ça a donné ça, parce que quand les soviétiques se sont retirés d'Afghanistan, par exemple, le pays ne s'est pas effondré à ce moment-là. Le pouvoir non plus ne s'est pas effondré. Najibullah, il est quand même resté 3 ans en place. Parce que les soviétiques ont continué à quand même aider financièrement. Alors que les Américains, là, ils sont partis, ils ont tout laissé tomber. Et ça s'est effondré comme un château de cartes. Donc ça montre bien qu'il y a des possibilités, mais que tout ça est très fragile, très compliqué. Oui, vous avez dit réel politique, bien sûr. Moi, je pense que les Chinois, ils s'en fichent de qui est au pouvoir à partir du moment où les Russes, pareil, et les Américains, pareil. À partir du moment où on leur donne des garanties sur des choses, que ce soit sur les richesses minières, que ce soit sur les frontières et qu'il n'y ait pas comment on dit, qu'il n'y ait pas de groupes qui partent là, comme des cellules cancéreuses qui s'en vont de cette manière-là. Est-ce que les talibans vont y arriver? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Parce que ça va être vraiment trop compliqué de gérer ce pays, surtout s'ils n'ont rien. Donc c'est ça, vous savez, ce moment où il faut aider un peu pour pas que ça s'écroule, et pas aider trop pour pas qu'ils développent exactement ce qu'ils veulent développer. Et je pense qu'on est à ce moment-là. Combien de temps ça va durer, ça j'en sais strictement rien. Mais ça risque d'être assez compliqué et assez terrible pour les populations. Mais toute la géopolitique dépasse un peu même l'Afghanistan aujourd'hui. Hein. Je sais pas, oui ça marche. Voilà, des Américains qui, avec l'Iran, par rapport à l'Iran, les Pakistanais, il y a des talibans pakistanais, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même les talibans pakistanais, qui s'appellent Taliban Pakistani, les TTP, qui sont une partie est implantée en Afghanistan, donc vers Jalalabad et tout ça, là où j'étais, une partie qui est là, qui ont arrêté le cessez-le-feu avec le gouvernement pakistanais. Tout ça peut passer par le Pakistan, aller ailleurs, donc les talibans peuvent très bien dire nous on empêche, mais si les mecs partent par le Pakistan, de toute manière c'est bien aller. Or le Pakistan est quand même totalement responsable de ce qui s'est passé depuis 40 ans dans cette région, avec l'aide américaine, britannique, etc. Et surtout les services de renseignement pakistanais qui sont vraiment redoutables. Oui, je voulais vous poser une question par rapport aux images qu'on avait vues des femmes qui essaient de résister, de s'organiser pour, en particulier, l'enseignement aux filles. Est-ce qu'elles ont véritablement une marge de manœuvre? Est-ce que c'est plus ou moins toléré? Sinon, qu'est-ce qu'elles risquent? Et qu'est-ce que ça peut représenter comme ampleur? D'abord, par rapport aux premières manifestations qu'il y a eu après le 15 août, et maintenant, ça s'est considérablement, malheureusement, dégonflé, parce qu'il y a évidemment cette peur, parce que immédiatement, il y a eu une pression qui a été faite par les talibans dans la rue, qui ont commencé à être très menaçants. Donc elle me disait que c'est aussi pour ça qu'elle ne demande pas aux hommes de venir, parce qu'elles disent que les hommes se feraient tuer directement. Donc elles essaient de manifester elles, donc des fois elles se font frapper. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus dur. Sur les écoles clandestines, soyons honnêtes, si moi, journaliste français, j'arrive là-bas, je sais qu'il y en a et je sais les trouver, je peux me dire que les talibans, ils savent aussi où c'est. Et je pense qu'il y a une espèce là aussi ils laissent un peu faire. Parce que de toute manière, bon, c'est pas officiel. Eux, officiellement, ils disent les filles n'y vont pas. Ils laissent faire, ils savent où c'est. S'il y a besoin, pof, ils ferment ou ils interviennent. Voilà, j'ai assisté à la signature d'un petit contrat de loyer entre la dame qui s'occupait de l'école et le gars qui louait sa maison. Le gars n'est pas dupe non plus. Il sait pertinemment. Dans le quartier, tout le monde voit bien les filles arriver. Donc on sait bien que quelque chose se passe. Et on sait bien que malheureusement, les mouchards et les collabos, ça existe partout. Donc les renseignements ils doivent être donnés, donc tout le monde le sait. Donc elles ont dit aux petites, si on vous demande où vous allez, vous dites que vous allez à la madrasa, donc à l'école religieuse. Donc voilà.
Pour l'instant, moi, dans les prisons que j'ai visitées, j'ai pas vu de femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, parce que peut-être qu'on ne les a pas montrées non plus. Mais a priori, de ce que m'ont dit les filles les femmes qui manifestaient, pour l'instant, elles n'ont pas de... Mais elles reçoivent des menaces. J'avais fait un papier justement sur les femmes afghanes, et j'avais rencontré une étudiante de 26 ans qui ne pouvait plus aller en cours, etc., qui avait manifesté, qui était recherchée par les talibans. Et comme ils n'arrivaient pas à la trouver parce qu'elle se déplaçait de maison en maison, ils ont arrêté son mari, qu'ils ont tabassé, elle m'a montré les photos, pour qu'il avoue où était sa femme, ce qu'il n'a pas fait. Après, ils l'ont relâché, parce que beaucoup d'intimidation aussi quand même. Et donc voilà, et cette fille vit dans la crainte, et donc elle ne va plus manifester. Elle va vraiment vivre dans la peur, quoi. Et comme les talibans ont encore besoin, et c'est la vie de toutes les femmes aussi, les talibans ont encore besoin de montrer un visage un peu avenant sur l'extérieur pour arriver à avoir les aides ou pour être reconnus. Pour l'instant, il faut encore bonne figure par rapport à ça. Rien ne dit que ça ne va pas dégénérer, quoi. Donc beaucoup s'attendent à être... certains essayent de partir, parce que la réalité c'est aussi ça là, ce qui est... Bon. C'est quand même le régime islamo-fasciste le plus dur qui existe. Il faut le dire. On ne va pas parler. Chacun son tour, s'il vous plaît. Vous avez parlé de la malnutrition et du risque de famine. D'un point de vue agricole, quelles ont été les évolutions au cours du temps? Quelles ont été les évolutions d'un point de vue agricole dans le pays depuis l'époque Des évolutions, franchement, là, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je vous ai répondu sur ce qui se passe, parce que le pavot rapporte énormément d'argent, y compris pour les cultivateurs. Parce que ce qui se passe, c'est que les gars cultivent. Là, par exemple, celui qu'on voit en photo, il a un grand champ de pavot. À côté, il a un petit champ de blé. Il dit, mais le blé, ça ne me rapporte rien. Je l'utilise pour faire la farine et faire le pain pour la maison. Et le pavot, par contre, je le vends. Donc il y a des mecs, en fait, qui passent, des semi-grossistes, qui achètent la production, qui font tous les marchés. Je vais pas montrer la photo, j'ai une photo, on voit les mecs avec 1 kilo d'opium comme ça sur les marchés. Je vais les faire frapper parce que le mec ne voulait pas que je le prenne en photo, mais bon, c'est quand même réussi. Et les gars, ça leur apporte, mais je ne sais plus les chiffres en tête, mais c'est incroyable. Pour que les gars coupent leurs grenadiers pour aller couper, pour cultiver du pavot, c'est que vraiment, ça rapporte beaucoup plus. Mais je ne peux pas vraiment vous répondre sur l'agriculture, je suis vraiment désolé. Oui, moi je voulais savoir si vous pouviez estimer le nombre de jeunes Afghans qui sont partis de leur pays parce qu'ils étaient éduqués, qu'ils voulaient continuer à avoir une vie un peu plus ouverte et qui ont quitté leur pays. C'est un grave dommage pour un pays comme celui-là. Sur les jeunes proprement dit, je ne peux pas vous dire, je crois qu'il y a eu 120 000 départs au moment de l'entrée des talibans. Bon, il y a plus toute l'immigration clandestine. Je ne peux pas vous dire. Je crois que je ne sais pas si quelqu'un a des chiffres pareils. Il y a beaucoup qui restent pour l'instant, mais qui rêvent de partir parce qu'ils n'ont pas pu partir. Parce qu'ils n'avaient pas les connexions pour partir, tout simplement. Il y en a qui sont partis bien avant. Hein. Il y en a qui sont partis parce que c'était la misère. J'ai rencontré en partant à Abu Dhabi. Non, dans l'avion Kaboul-Abu Dhabi, j'ai rencontré un jeune, il avait 26 ans, non, 22 ans. Il est en Allemagne, il est parti à l'âge de 16 ans en Afghanistan. Il a mis 3 mois pour rejoindre l'Allemagne. Et là, pour la première fois, il revenait en Afghanistan pour voir sa famille. Malheureusement pour lui, il est revenu pour la première fois, c'était fin juillet. Il s'est retrouvé bloqué à Kaboul jusqu'à ce qu'il y ait des avions pour pouvoir repartir. Donc ça fait longtemps que parce que encore une fois, Kaboul, c'est une fausse image. Parce que c'est pas aussi développé que ça non plus, l'Afghanistan. Hérat est très développé, parce que c'était une ville avec une histoire, Mazar-e-Sharif aussi, mais dans les campagnes, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, à Kaboul, moi j'étais habillé comme ça, mais tout le reste, j'étais habillé en Camille Sharwal, j'étais habillé en habit traditionnel. Bon, si les mecs ils regardent vraiment bien, ils voient bien que je suis pas afghan, mais au premier regard, ça passe comme ça, parce que ça les choque. Donc
Sylvain. Oui. Les États-Unis, ils sont restés 20 ans là-bas à Kaboul, là en Afghanistan. Quel souvenir ils ont laissé là-bas? Est-ce qu'ils ont laissé autant de souvenirs qu'ils les laissent ailleurs? Qui donc? Les États-Unis. Ah ben, ça dépend. Ceux qui ont profité de leur présence, ils s'en gardent un très bon souvenir. Et d'ailleurs, beaucoup sont partis avec eux. Pour les autres, non, parce que... mais j'ai eu ce même sentiment, ou ces mêmes réactions, ces mêmes témoignages en Irak. Les mecs qui subissent l'occupation, les mecs qui subissent l'arrivée des troupes américaines chez eux en pleine nuit, qui défoncent la porte, qui ne respectent rien, qui ne respectent pas les traditions, qui connaissent rien en plus, qui ne respectent pas les traditions même par rapport aux femmes, même si on peut regretter que les femmes, hein, tu dois respecter les traditions d'un pays où tu es, c'est ce qui est normal. Ils n'ont pas un bon souvenir des Américains. Et d'ailleurs, leur attitude aussi en Irak a favorisé une réaction, une résistance. Et de la même manière, c'est un peu pour je ne sais plus qui avait posé la question, Najibullah a laissé une très très bonne image, par exemple. Le dernier président communiste afghan a laissé une très bonne image. J'ai même vu, alors c'était pas quand les talibans sont arrivés, mais juste avant, au mois d'août, il y avait des gardes privés qui gardaient des magasins. Les mecs avaient le portrait de Najibullah sur leur veste. Il y a des voitures avec encore les autocollants avec le portrait de Najibullah. Et les gens disent, Najibullah c'était un vrai Afghan, c'était un patriote, il n'a pas essayé de fuir, il a été tué en Afghanistan, il a préféré se faire tuer par les talibans plutôt que de fuir. Donc il a laissé une image absolument extraordinaire, Najibullah. Et alors qu'il était réfugié, vous savez, il était réfugié dans les locaux de l'ONU, et les talibans sont allés le chercher, ils l'ont tué de manière absolument affreuse, lui et son frère, ils l'ont traîné dans toute la ville derrière une voiture, et après ils l'ont pendu sur une place de Kaboul. Quoi. Parce que c'était un mécréant, parce que c'était un communiste. Or, il faut le savoir, je le disais à André tout à l'heure, il faut savoir que Najibullah, qui était membre du comité central du parti communiste, enfin du parti démocratique du peuple afghan, donc les communistes afghans, était contre l'intervention soviétique. Concernant l'économie, bon, parce que jusqu'à présent tu parles de l'aide internationale pour faire vivre le pays, mais avant qu'ils soient occupés, ils avaient quand même une économie dans ce pays qui leur permettait de vivre, ou alors ils sortent comme ça du chapeau. Je sais pas, je comprends pas. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'ils puissent faire fonctionner leur pays sans l'aide internationale? Non, mais je te pose en même temps, je ne suis pas non plus un spécialiste de toutes ces questions-là. La question, Angèle, c'est qu'il y a 40 ans de guerre dans ce pays, quand même. 40 ans de guerre. Donc déjà, ça te donne l'état économique d'un pays avec 40 ans de guerre, c'est évident. Donc c'est les aides internationales, et l'agriculture et les fonctionnaires. Les mines n'étaient pas exploitées, quasiment pas exploitées, tu vois. Donc ils ont relativement peu de choses. Mais je pense que c'est un pays... S'ils pouvaient exploiter leurs mines, mais ils ne pourront pas exploiter tout seuls leurs mines, c'est évident. Donc, je ne peux pas bien te répondre. Voilà, j'avoue que ça fait 3-4 questions auxquelles je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne suis pas assez pioché ces choses-là. Dans le pays, il y a des possibilités, des gens qui habitent pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse se mettre en place. Je pense qu'il doit y avoir des possibilités, mais de toute façon, ils ont déjà l'agriculture, parce que déjà, il faudrait qu'ils soient en autosuffisance alimentaire. Donc déjà, sur le développement, c'est déjà très important. Encore une fois, les mines, même si c'est avec une aide d'un autre pays ou d'autres pays, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait des contrats qui soient passés, qui rapportent à l'Afghanistan et donc au peuple afghan. Encore faut-il qu'il y ait une véritable redistribution de ces richesses. On revient toujours au même point, hein, chez eux comme chez nous. Oui, merci pour ta conférence et ta présentation. Moi, je voudrais te poser une question à laquelle tu sauras répondre, j'en suis sûr. J'espère, Maurice. Je voudrais que tu nous dises comment tu organises tes voyages, quelle est la marge de liberté dont tu peux bénéficier, comment tu prends tes rendez-vous, avec qui tu peux t'entretenir. Oui, pour un journaliste, c'est une question importante en plus. Et c'est d'autant plus important pour un journal comme l'UMA, qui ne roule pas sur l'or, parce que c'est des reportages qui coûtent de l'argent, en fait. Parce que, par exemple,
Je voulais passer par l'Ouzbékistan parce que je pensais que c'était quand même plus simple. Donc je suis allé jusqu'à Istanbul. Istanbul, j'ai pris un avion Tashkent. Tashkent jusqu'à Termez, donc au sud de l'Ouzbékistan. Tout ça pour avoir la frontière fermée. Il a fallu que je reprenne un avion. Je suis jusqu'à Tashkent, de Tashkent à Istanbul, d'Istanbul à Abu Dhabi, et d'Abu Dhabi que je retrouve un avion pour Kaboul. Donc déjà ça a coûté une blinde, comme on dit. Mais sur place, j'avais déjà un ou deux contacts. Et quand on a un ou deux contacts, après on essaie de tirer la pelote comme ça. Mais cette fois, et puis des fois il faut essayer de mettre pas la chance, mais oui, il faut mettre tous les paramètres possibles de son côté. Et là, en l'occurrence, c'était avec mon copain Alfred Yagoubzadeh, qui est d'origine iranienne, donc qui parle le farsi, qui est une des langues parlées en Afghanistan. Enfin, c'est le dari, c'est du persan ancien, mais donc ils se comprennent. Et j'étais avec deux autres photographes iraniens. Et donc, à chaque fois, pour arriver à travailler là, parce que bon, aller voir des gens, on a des rendez-vous, ça va. Et après, pouvoir se déplacer, on a eu une autorisation des talibans, du ministère, qui nous a fait une autorisation avec un tampon, qu'on a dû sortir régulièrement d'ailleurs, pour montrer qu'on avait le droit de faire les choses. Et puis, comme on était avec eux, et comme ils parlaient de farsi, comme ils parlaient persan, à chaque fois, on allait voir le ministre de la culture du coin, de la province, taliban, c'est pas le ministre de la culture. On discutait avec lui, on faisait une vraie fausse interview pour que le mec se sente bien. Des fois c'était intéressant d'ailleurs, je prenais deux, trois notes sur ce qu'il disait. Et puis après, il nous donnait des autorisations pour aller à tel et tel endroit. Et puis après c'est un peu le métier d'arriver à se déplacer comme ça, ou des fois à faire un peu en secret des trucs. J'ai été interrogé des commerçants dans des endroits, à Kandahar par exemple. Comme c'est des Hazaras, et que c'est en pays Pashtun, c'était un peu discret, donc je peux pas interviewer les gens dans la rue. Même si moi j'ai pas de caméra, j'ai juste un calepin. J'allais ici acheter un paquet de clopes ou j'allais acheter n'importe quoi, et on entamait la discussion parce que j'étais avec mes copains iraniens. Donc ça facilite les choses, parce que j'avais pas besoin d'un traducteur local. Parce que le traducteur local peut avoir peur de certaines choses, il va pas nous emmener dans certains endroits, les traductions vont pas toujours être complètement efficaces. Et en plus ça va coûter moins cher parce qu'un traducteur ça se paye. Que là j'étais avec mes copains photographes, donc ça revenait beaucoup moins cher. Et en plus, Alfred Yagoubzadeh, je vous invite à aller voir son site internet. J'ai dit qu'il avait couvert la guerre en Irak, mais il avait aussi couvert toute l'arrivée des talibans à l'époque en Afghanistan. Donc il avait passé toute la frontière du Pakistan, passant les montagnes, etc. Et qui a une sacrée expérience. Et par exemple, une année, enfin, avant que les talibans entraient, en 90, il était avec des journalistes italiens près de Jalalabad, et Alfred a une grande expérience. Et c'était assez dangereux, moi j'y étais pas, c'était assez dangereux. Et il leur a dit, je pars avant le petit déjeuner, le matin, je pars très tôt, parce que les autres sont en train de prier, et comme ça je vais aller jusqu'à Kaboul, directement. Donc ils n'ont pas voulu l'écouter, ils voulaient prendre leur petit déjeuner, machin. Lui il est parti. Les journalistes italiens ont été bloqués à un checkpoint, ils ont tous été tués, les filles, les seins coupés, égorgés, etc. etc. Donc voilà, ça se passe aussi comme ça dans les trucs. Il y a l'expérience et ça ne va pas non plus provoquer trop la malchance. Et, voilà, il faut arriver à sentir les choses et pas faire quand on le sent pas trop, quoi. Mais là, ce qu'on a fait, à chaque fois, on a été d'abord voir les talibans. On a été voir les chefs talibans du coin, à chaque fois. Donc en restant avec eux, en mangeant avec eux, et donc quelque chose qui se crée un peu, et après on leur dit on aimerait bien faire ça, bon ok d'accord, pas de problème. À un moment donné on voit la rivière qui coule à Kaboul, c'est plein de drogués en fait. On voit même un mec avec des espèces de petites pipes, c'est tous les gens qui se droguent à Kaboul, et donc pour aller là, voilà, on a donné un peu de fric à deux talibans qui nous ont accompagnés avec leurs armes, pour aller là, pour aller discuter avec les gens, pour aller faire des photos. Parce que tous les mecs sont là en train de fumer, c'est un peu comme du crack en fait. Ils fument leur truc, ils sont complètement défoncés, et voilà. Et donc il y en a qui disaient qu'ils étaient au chômage, qu'ils n'avaient plus d'espoir dans la vie, et qui commençaient à se défoncer comme ça dans ces endroits. Et le fait que le trafic de drogue reparte fort, ça fait que les prix baissent à Kaboul même, et donc ça génère plus grand nombre de drogués en fait en réalité. Donc voilà, pour travailler, ouais, ça se prépare en amont. Il faut
faut jamais arriver les mains dans les poches, savoir où on va et être assez prudent dans ces trucs-là, parce que tout peut basculer, en fait. On ne sait pas comment... À un moment donné, je sais pas si vous avez vu, on voit un taliban avec la crosse comme ça. Oui. En fait, on était dans la rue, c'était pas contre nous, mais le mec s'en est pris à quelqu'un d'autre, on ne sait pas pourquoi. Il s'est passé un truc, on ne sait pas, et donc ça a commencé à dégénérer. Donc à un moment donné, ça peut tirer partout. Donc voilà, il faut prudence, quoi. Et puis après, il faut savoir ce qu'on veut faire, quoi. Il faut cibler ces sujets, et donc essayer d'avoir les gens qui conviennent, ou qui peuvent aider, ou à mieux comprendre, etc. Voilà. Bon, on est obligé d'arrêter notre conférence. On vous remercie de votre présence. Alors, vous savez, notre association ne touche pas de subventions.